Yo les riders, ça y est, vous l'avez fait, on est 100 000 sur la chaîne. Comme prévu pour fêter ça, on va s'engouffrer dans la partie 5 de l'iceberg des posts Reddit les plus perturbants. Au menu, des histoires horribles, des rabbit holes hallucinants, des situations absurdes et délirantes, des lost médias mystérieux, des ARG labyrinthiques, des cold cases, des appels à l'aide, un stalker de l'enfer et une histoire juste ultra dégueu comme cerise sur le gâteau pour vous mettre en appétit pour la suite. Car oui, cette vidéo n'est pas la seule que je vous ai préparée. Dans quelques jours sortira aussi la vidéo des irracontables de l'iceberg, c'est-à-dire les histoires que je ne peux pas vous raconter ici. Elle sera disponible uniquement sur ma chaîne Odyssée et bref, je vous reparle de tout ça à la fin de la vidéo. Une dernière chose importante, certains des sujets qu'on va voir ensemble sont perturbants et je me dois donc de poser un disclaimer. Si vous êtes une personne sensible, cette vidéo n'est sans doute pas faite pour vous. Maintenant que c'est précisé, installez-vous confortablement, on démarre sans plus attendre notre retour dans l'iceberg. Avec un post qu'on trouve à la surface, That Evil Farming Game, un titre qu'on peut traduire par ce jeu de ferme maléfique. Cette histoire commence le 1er mai 2016, lorsque le redditeur Sparta 213 publie un message sur r/tip of my joystick, un subreddit où les internautes s'entraident pour identifier les jeux dont ils ont oublié le nom. Son post s'intitule « Ce jeu ressemblait à Harvest Moon ». Il y explique ceci. « Je ne sais presque rien de ce jeu. Tout ce dont je me souviens, c'est qu'il ressemblait à Harvest Moon, mais en version dark. Le jeu commence avec toi et ta femme. Une nuit, vous vous disputez et tu finis par la poignarder à mort. Ensuite, le jeu tourne autour de toi qui cultive ta ferme pour survivre, tout en essayant d'empêcher le reste du village de découvrir l'incident qui s'est produit. De temps en temps, la police débarque pour fouiller ta maison et toi tu dois planquer le cadavre de ta femme. Edit. Je ne me souviens pas de la console sur laquelle ce jeu est sorti, ni quand il est sorti exactement. Je sais juste que c'était après l'an 2000. Je sais, tout ça c'est très vague, mais c'est vraiment dur de se souvenir d'un truc qu'on a oublié. En tout cas, ça devait être avant le début ou le milieu de l'année 2015. Les graphismes n'étaient pas en 3D et je suis sûr à 100% que ce n'était pas un jeu sur navigateur. Des redditeurs proposent des titres qui s'approchent de la description, comme Wild Seasons ou encore Scapeland. Mais aucun de ces jeux ne comporte une histoire de meurtre. Certains suggèrent un jeu réalisé avec RPG Maker. D'autres encore se demandent si l'OP n'a pas tout simplement rêvé. Une chose est sûre, le pitch du jeu intrigue les redditeurs. Et c'est vrai que cette histoire sombre a quelque chose d'à la fois fascinant et complètement hors norme. Cela dit, malgré les suggestions, personne n'arrive à mettre le doigt dessus. Les jours passent, puis les semaines et les mois, et l'intérêt pour ce jeu s'estompe. Jusqu'à ce que plus de 3 ans plus tard, le 17 décembre 2018, l'utilisateur David Spade AMA poste un nouveau message. PC, jeu d'agriculture maléfique. C'était un jeu d'agriculture style Stardew Valley, où vous assassinez votre femme, puis vous devez faire comme si de rien n'était. Tout le jeu tournait autour de ça. Continuez à gérer la ferme tout en s'assurant que personne ne découvre le crime. Il y avait un mini-jeu de pêche et je me souviens en particulier avoir pêché des preuves du meurtre de la femme, ce qui faisait s'évanouir le personnage. De toute évidence, il s'agit là du même jeu que celui évoqué par Sparta 213. Un redditeur lui donne le lien. Ce jeu est une des publications les plus populaires de ce subreddit, et à ce jour, elle est toujours non résolue. Un autre ajoute. Ce n'était donc probablement pas un rêve alors. Peut-être que l'OP peut nous donner plus de détails que le premier post. L'OP explique alors que le jeu avait des cutscenes étranges. Il se souvient l'avoir téléchargé sur un site de développeurs indépendants où il y avait aussi plein de vidéos gore à la LiveLeak. Son titre était complètement farfelu et commençait par H ou quelque chose du genre. Les redditeurs proposent d'autres jeux, en particulier Moirai, qui met en scène une ferme. Mais il n'y a pas de meurtre d'une épouse dedans et le jeu est en 3D, en mode FPS. L'OP confirme qu'il ne s'agit pas de celui-là. Une dizaine de jours plus tard, le 30 décembre 2018, un redditeur poste un nouveau message à propos du même jeu. Mais pas de bol, il se trouve sur un vieil ordinateur qui ne démarre plus. Néanmoins, la piste est encourageante et de nombreux redditeurs lui donnent des conseils pour réparer son ordinateur, allant jusqu'à suggérer de lancer un GoFundMe pour financer la récupération des données. Mais l'OP décline et explique dans une mise à jour que le disque dur est trop endommagé pour être réparé. Quoi qu'il en soit, ces deux posts semblent confirmer qu'on a bel et bien affaire à un lost media, et l'intérêt pour The Evil Farming Game va alors prendre des proportions énormes pour donner naissance à un des mystères numériques les plus célèbres de Reddit.
Au fil des ans, des centaines de posts sont publiés et le jeu a même son subreddit dédié, r/thatevolfarminggame, qui sert à centraliser les recherches pour le retrouver. Mais ce n'est pas de là que viendra la solution. Malgré les innombrables hypothèses et les heures de recherche investies par les internautes du monde entier, il s'avère que le jeu dont se souvenait Sparta 213 n'était pas vraiment un jeu. Laissez-moi vous expliquer. Le youtubeur Wang a réalisé plusieurs vidéos sur thatevolfarminggame. En regardant l'une d'elles, un de ses abonnés s'est souvenu de quelque chose. Une animation créée par un youtubeur des années plus tôt. Elle se basait sur une idée de jeu vidéo lancée par un streamer nommé Joel Vinesauce. Pendant son stream, Joel évoquait un jeu Nintendo 64 du nom de Body Harvest. Il trouvait le titre bizarre, ça lui fait penser à un Harvest Moon, mais où il faudrait cultiver des cadavres. Body Harvest Moon. Il s'est alors mis à élaborer sur l'idée en disant « Imagine ce serait comme Harvest Moon, sauf qu'au milieu du jeu, tu as une dispute avec ta femme et tu la tues accidentellement. Ensuite, il faudrait que tu continues à gérer ta ferme, élever les poulets et traire les vaches, tout en cachant le corps aux flics et au contrôle sanitaire. » De là naît une théorie, et si le jeu en question était un fangame basé sur l'idée de Vinesauce. Des Redditors contactent le youtubeur pour en savoir plus. Mais une hypothèse encore plus simple émerge. Et si c'était Sparta 213 qui, à moitié endormi devant le stream, avait rêvé du jeu décrit par Vinesauce? C'est la théorie proposée par PM Me Your Ears dans un nouveau message posté sur r/thatevolfarminggame. Et en réalité, on tient là la clé du mystère. Sparta 213 le confirme sur Discord avec ces deux messages. Les gars, j'ai regardé l'animation réalisée à partir du stream de Vinesauce, et aussi décevant que ce soit, je pense que c'est bien de là que vient l'idée du jeu. Tout correspond parfaitement. De plus, j'avais l'habitude de m'endormir en regardant les vidéos de Vinesauce. Autre élément important, à cette époque, Sparta prenait du clonopine, un médicament dont les effets secondaires incluent des troubles du sommeil, de l'insomnie et des hallucinations. Autant de facteurs qui ont pu contribuer à la création de ce faux souvenir. C'est donc de ce mélange entre les élucubrations d'un streamer et les rêves de son viewer qu'est né ce Lost Game qui, en réalité, n'a jamais existé. C'est donc le redditeur Mikori, celui qui avait suggéré que tout cela n'était qu'un rêve, qui, au final, avait raison. Key Lime Pie Rabbit Hole. Comme le titre l'indique, on va plonger dans un terrier de lapin, un mystère numérique qui a tenu Reddit en haleine pendant des années. Tout commence le 11 septembre 2016, lorsqu'un utilisateur du nom de KeyLimeWTF attire l'attention de r/Unresolved Mysteries sur une série de messages qu'il a retrouvés postés aux quatre coins du web. Les fameuses tartes du Captain Cucci qui n'ont jamais existé? Voici ce que raconte l'OP. Il parcourait un article sur le site du journal de son université quand il a remarqué un message très inhabituel dans la section commentaires. Laissé par un certain Roger Ramjet, il débute ainsi. J'ai goûté les tartes au citron vert de Captain Cucci et ces tartgasmes ont guéri tous mes symptômes en moins de 4 semaines. Je recommande vivement les tartes au citron vert de Captain Cucci pour soigner tous vos maux, elles sont géniales. Kobe Bryant prend peut-être sa retraite du basket, mais la tarte du Captain Cucci reste son dessert préféré. On ne se lasse pas de cette tarte au citron vert, tarte au citron vert, tarte au citron vert. J'en veux toujours plus de cette tarte au citron vert, sinon je pleurerais à en mourir. Je ne sais pas pourquoi j'aime autant ces tartes au citron vert. Et cela vous donne un aperçu de la teneur du commentaire. Commentaire que je ne vais pas vous lire en entier, puisqu'il fait pas moins de 1900 mots, c'est-à-dire 20 fois la longueur de l'extrait que je viens de vous lire. Alors ce qui saute aux yeux avec ce message, c'est son caractère absurde, délirant. Une salade de mots, diraient certains. Mais où l'on retrouve certaines constantes, comme le note l'OP. La première, c'est qu'il évoque de nombreuses personnalités et figures de la vie politique américaine. On a vu qu'il parlait un peu plus tôt de Kobe Bryant, mais en voici un autre exemple. Donald Trump adore Cucharitaville, au point qu'il se fait souvent livrer par avion jusqu'à New York. Waouh, il doit vraiment adorer ses Original Cheeseburgers in Paradise. D'autres noms reviennent sans arrêt, ceux du Captain Cucci Pelaez et sa femme Anita, et celui de leur restaurant et fabrique de tartes au citron vert. Ce Captain Cucci Pelaez du Cucharitaville à Asheville en Caroline du Nord, c'est sûr, ce gars est un vrai phénomène complètement déjanté. Toutes les femmes sont raides dingues de lui, de ses fameux cheeseburgers et de ses tartes au citron vert, sans parler de ses incroyables côtes de bœuf et steaks diablement tendres et délicieux.
Sa femme, Miss Anita, d'une beauté à couper le souffle, est à ses côtés dans leur grille et fabrique historique de tartes au citron vert, là où les sourires et les fours sont toujours chauds et amicaux, vous invitant à passer un peu de temps au calme en profitant de leur petite île de Key West, non loin du domaine de Biltmore, à côté du Coocharitaville Café, là où c'est toujours l'heure de l'apéro. Et puis bien sûr, il y a les fameuses tartes au citron vert, celles qui ont donné leur nom à ce mystère numérique, les Key Lime Pie. L'expression revient pas moins de 33 fois dans le texte, presque à tous les paragraphes. À croire que son auteur est complètement obsédé par ces desserts, une spécialité de l'île de Key West dans le sud de la Floride. Ces Key Lime Pie se préparent avec de petits citrons verts locaux qu'on appelle Key Lime ou citron des Keys. Et d'après le poster, les meilleures tartes au citron vert du monde sont celles vendues au restaurant du Captain Coochie. Bon, en tant que tel, ce commentaire est un peu surprenant, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais c'est juste un message random posté sous un article trouvé au hasard sur internet. Il n'y a pas de quoi en faire tout un mystère. Sauf que ce message est loin d'être le seul, très loin de là. La découverte incroyable de Key Lime WTF, c'est qu'il existe des centaines, des milliers, peut-être même des dizaines de milliers de messages postés sur un nombre incalculable de sites web qui délirent et littéralement hallucinent sur les fameuses tartes au citron vert du Captain Coochie. On en trouve sur des blogs, des forums, des sites dédiés aux recettes de cuisine, aux revues de cinéma, aux critiques musicales, à l'histoire, à l'actualité, aux voitures électriques, aux mégalodons, aux techniques pour agrandir le pénis, aux refuges animaliers, aux fanfictions, bref, partout sur internet. Et pour certains, ce sont des sites où il faut s'inscrire, créer un nom d'utilisateur, vérifier son adresse email grâce à un lien avant de pouvoir poster. Tout cela n'a strictement aucun sens. C'est ce qui va pousser le redditeur Key Lime WTF à mener l'enquête. Et en partageant sur Reddit le fruit de ses recherches, il va entraîner avec lui dans le rabbit hole des centaines d'internautes. Certains vont d'ailleurs aller très loin pour tenter de démêler ce mystère. Mais chaque chose en son temps. On va commencer par les découvertes initiales de l'OP qui expliquent que si certains messages sont identiques, la plupart ne le sont pas. Ils varient également dans leur nature et leur forme, parfois très concis, d'autres fois extrêmement longs. Ils sont postés sous différents pseudos, souvent ceux de célébrités, comme Bette Midler ou George Bush, voire de personnages de fiction, comme Elwood Blues ou Vinnie Gambini. Quant aux autres noms qu'ils citent, les recherches de Key Lime WTF n'ont rien amené de très concluant. Il semble qu'un Coochie's Key West Bar et Grill ait bel et bien existé quelque part, mais il n'y a aucune information sur ce que c'était exactement. L'OP a bien trouvé un numéro, mais il semblait amené à la tonalité d'un fax ou d'un modem. Quant au Captain Coochie Pelaez et sa femme Anita, Key Lime WTF a trouvé un livre sur Google Books qui mentionne un capitaine Pelaez, officier dans la Navy. Dans ce cadre, cet homme a travaillé avec une certaine Anita Jones, mais les deux n'ont jamais été mariés. Et il n'avait sans doute aucun intérêt particulier pour les tartes au citron vert. Enfin, et c'est peut-être le plus significatif, Key Lime WTF rapporte ceci. Le post le plus ancien que nous avons trouvé remonte à 2009 et le plus récent date d'il y a seulement 4 jours. Autrement dit, au moment où l'OP poste son message, en septembre 2016, cela fait plus de 7 ans que quelqu'un ou quelque chose spamme des milliers de sites internet avec des messages sur les tartes au citron vert d'un obscur Captain Coochie et de sa femme Anita. Des tartes au citron vert qui, pour autant qu'il sache, n'ont même jamais existé, d'où le titre de son post. Ce mystère absurde, presque surréaliste, va fasciner Reddit. Qu'est-ce qui pourrait expliquer la présence de ces messages ? Plusieurs hypothèses sont suggérées par les redditeurs. Certains y voient des messages cryptés, peut-être destinés aux membres d'un culte ou d'une société secrète. Les implications sont sinistres et terrifiantes. Ou peut-être qu'il s'agit de messages codés provenant d'un trafiquant de drogue et que les tartes au citron vert font en réalité référence à d'autres types de produits. D'autres se disent que tous ces messages insensés ne peuvent être que l'œuvre d'un fou, ou éventuellement celle d'un spambot, un robot spammer devenu hors de contrôle. L'hypothèse est séduisante, mais plusieurs éléments la contredisent. Si aujourd'hui les IA génératives sont capables de générer du texte qui a l'air d'avoir été écrit par un humain, ce n'était pas le cas des spambots en 2016 et encore moins en 2009. L'utilisateur Atomic Telephone l'explique bien. D'après lui, plusieurs éléments invalident la théorie du spambot. Premièrement, il y a le fait que le posteur crée des phrases originales qui n'existent pas ailleurs sur le web ou dans des banques de données. De plus, même si sa ponctuation et son utilisation des majuscules sont étranges, ses discours gardent une certaine cohérence, là où un spambot du début des années 2000 mélangeait des phrases sans queue ni tête au sein d'un même paragraphe.
Enfin, un autre élément montre qu'une intelligence humaine se trouve derrière les messages. Ils font régulièrement référence à des éléments postés dans les articles qu'ils commentent. Leur éditeur conclut « Il faudrait un sacré spam bot pour faire tout ça ». Un spam bot qui, en 2016, n'existe tout simplement pas. Il est donc plus que probable que c'est une personne qui se trouve derrière les messages. Mais qui ferait autant d'efforts pour parler de tarte au citron vert? Et dans quel but? Les Redditeurs vont pousser leurs investigations. Ce qu'ils vont découvrir, et c'est un élément de taille, c'est qu'un restaurant nommé Coochie's Key West a bel et bien existé à Asheville, en Caroline du Nord. Il a été ouvert en 1976 par Oswald Coochie Pelaez et sa femme Anita. On trouve d'ailleurs des traces de leur activité dans les archives du Asheville Times, le journal local où ils ont publié des publicités et des offres d'emploi au fil des ans. Ce qui est plus qu'étrange, cela dit, c'est que le restaurant a fermé ses portes en 2007, soit 2 ans avant les premières publications du poster. Cette incohérence soulève une question intrigante. Pourquoi promouvoir, avec un tel acharnement, une entreprise déjà disparue? Loin d'éclaircir le mystère, cette nouvelle information ne fait que l'épaissir. Cependant, d'autres indices disséminés dans différents messages vont peut-être permettre d'entrevoir un début d'explication. Sur le site Foodio54.com, une critique du restaurant Coochie's Key West Cucharitaville Café, publiée en 2009, attire particulièrement l'attention. L'auteur, sous le pseudo Vinny Gambini, y écrit ceci. Dans les années 80, Cooch et Anita ont eu 3 fils, Carlo, Santino et Joseph. Cooch les appelle ses 3 amigos. Les 3 fils ont grandi dans le restaurant et ont appris tous les aspects du métier, depuis la plonge jusqu'au service en salle, en passant par le lavage des sols, la découpe des viandes, la cuisine et la gestion du bar. Sur cette page, on peut voir l'adresse exacte du restaurant. En se rendant sur Google Maps, on trouve ce bâtiment abandonné. C'est là que se trouvait autrefois le restaurant et là où Cooch et Anita ont élevé leurs 3 fils. Des Redditeurs, poussés par la curiosité, iront même jusqu'à visiter l'endroit, complètement à l'abandon. Ils en reviennent avec ces photos, prises en octobre 2017. Mais revenons à la critique de Vinny Gambini sur Foodio54.com. Un peu plus loin, il ajoute ceci. Cooch reçoit constamment des appels de gens qui veulent qu'il lance un commerce en ligne pour vendre ses tartes au citron vert à travers tout le pays. Je ne sais pas s'il peut en cuisiner autant. Il semble déjà bien occupé comme ça. Il dit que peut-être un jour, il construira un autre bâtiment, y installera une fabrique de tartes au citron vert et lancera un site web. Peut-être qu'il le fera, peut-être pas, qui sait. Mais ne lui dites surtout pas qu'il ne peut pas le faire. Gardez bien cette info en tête, car on va maintenant se pencher sur la chronologie des messages, qui est le fruit d'un travail de recherche impressionnant mené par des Redditeurs et internautes passionnés. Ces derniers ont constitué un véritable corpus dédié à l'étude du mystère des Key Lime Pie. Plusieurs fichiers Google Sheets compilent des centaines de commentaires du poster qu'ils surnomment KLP, pour Key Lime Pie. Ils ont même créé un graphique montrant son activité au fil des ans avec son nombre de publications mensuelles. Sur le forum Agora Road, l'utilisateur Illuminati Pirate a réalisé une synthèse de toutes ces informations, mettant en lumière l'évolution des messages de KLP au fil du temps. Ces premiers messages, entre 2009 et 2010, sont publiés sur des sites liés à la nourriture, et ils ressemblent pour la plupart à d'authentiques critiques. En voici un exemple posté sous un article de blog avec une recette de tarte au citron vert. Apparemment, personne ici n'a essayé les meilleures tartes au citron vert du monde en provenance de Coochie's Key West. C'est tellement triste. Les tartes au citron vert de Coochie sont disponibles depuis plus de 30 ans maintenant. Nous parcourons plus de 800 km pour aller en chercher, environ 4 fois par an. On revient en général avec une centaine de ces fantastiques tartes. La plupart de nos amis et voisins nous demandent de leur en ramener par la même occasion. Nous appelons Coochie environ 2 semaines à l'avance pour nous assurer que les tartes seront prêtes. C'est aussi simple que cela. Il n'y a aucune excuse pour ne pas manger le meilleur. Et le meilleur, c'est la célèbre tarte au citron vert de Coochie. Voilà, maintenant vous savez. Alors, ce que raconte le post est un peu absurde, en particulier les quantités industrielles de tartes dont il serait question. Mais dans l'absolu, le message pourrait presque passer pour un témoignage réel. Ce n'est qu'au fil du temps que les messages de KLP s'allongent et deviennent de plus en plus bizarres. En 2011, on remarque que le rythme de publication ralentit considérablement. Puis en 2012, on note un changement. Les posts se mettent à mentionner osgold.com, un site qui aurait appartenu à Oswald Pelaez Sr., le père d'Oswald Pelaez Jr.
Ce site serait lié à un système pyramidal opéré par Numis Network, un MLM de vente de pièces de collection. En gros, une sorte d'arnaque. Quand le site osgold.com disparaît, les messages s'évanouissent aussi. Certains en déduisent que KLP était en réalité Oswald Pelaez Sr., qui est décédé en 2020. Cependant, en observant sa manière d'écrire sur Facebook, on constate que sa syntaxe et son usage de la ponctuation sont très différents de ceux de KLP. Pour cette raison, et pour d'autres qu'on verra plus tard, il semble peu probable qu'il s'agisse de la même personne. À partir de fin 2012, KLP commande de plus en plus d'articles sur des sujets adultes. Ces messages eux-mêmes prennent des connotations érotiques. Les tartes au citron vertes sont ainsi décrites comme aphrodisiaques, provoquant des tartgasmes. Leur consommation aurait même des effets spectaculaires sur les attributs masculins. Les key lime pie feraient gagner en taille et en longueur, si vous voyez ce que je veux dire. En 2013, le nombre de posts explose et leur nature change. Auparavant, chaque message était unique. Mais à partir de cette date, une partie d'entre eux sont copiés-collés, en tout ou en partie. Certains contiennent des paragraphes uniques tandis que d'autres sont strictement identiques. Comme le montre le graphique, 2014 est l'année la plus prolifique pour KLP, qui publie jusqu'à 55 messages par mois, ou en tout cas 55 messages qui n'ont pas été supprimés par la modération, car on peut supposer qu'une bonne partie d'entre eux le sont. Il y a ensuite une petite pause en 2015, puis les messages reprennent en 2016, jusqu'à ce que le mystère soit découvert par Reddit. Un message posté quelques semaines après le thread de Keylime WTF retient l'attention. Il commence par « Hey Bob » et contient cette phrase. « Tu t'es déjà demandé si on était observé ?» Après ça, les posts de KLP se tarissent. En 2017, il n'y en a que 3. Et encore, il est probable qu'il soit l'œuvre de personnes ayant vu les threads sur Reddit et qui voulaient s'amuser en y contribuant. Un dernier message est posté en 2018 qui se conclut par « Oh non, il est de retour !» Et depuis, plus rien. Il semble donc que KLP ait trouvé les threads qui parlent de lui et que cela l'ait poussé à arrêter. Il y a dans tous les cas une coïncidence temporelle très claire entre les deux événements. Maintenant que vous avez tous les éléments, penchons-nous sur la question la plus importante. Qui est KLP ? Car c'est la clé du mystère, et ce qui pourrait peut-être expliquer pourquoi cette personne ou ces personnes ont passé autant de temps à publier des commentaires à propos d'un restaurant qui n'existe plus. On a vu que ce n'était pas un spam bot, et j'écarte également la piste d'un ARG ou d'un simple troll. Une des hypothèses les plus souvent avancées, c'est qu'il s'agit de quelqu'un souffrant d'un trouble mental. Par exemple, un ancien client du restaurant qui connaît bien la famille Pelaez et qui pour une raison ou une autre aurait pété un câble et continué à poster pendant une dizaine d'années sur le restaurant. Mais ça paraît peu probable. KLP connaît extrêmement bien l'histoire du restaurant, il fait référence à des employés qui ont travaillé au début des années 1990 et à d'autres détails extrêmement spécifiques, tels que personne d'extérieur ou presque ne pourrait être au courant. C'est pourquoi, plus probablement, KLP n'est autre qu'Oswald Pelaez Jr. lui-même, le propriétaire du restaurant. C'est notamment la conclusion à laquelle arrive Illuminati Pirate sur Agora Road. Qui est KLP ? Mon suspect numéro 1 est Oswald Pelaez Jr., autrement dit le Captain Cucci lui-même. Il a dans les 60 ans, ce qui correspond aux références culturelles de KLP. Il connaît bien sûr beaucoup de choses sur le Cucci's Key West Café. À ma connaissance, il n'est pas atteint de maladie mentale, mais il a l'air d'être excentrique. Peut-être qu'il avait trop de temps libre après la fermeture de son restaurant et que les publications sur la tarte au citron vert ont commencé comme une blague qui a fini par dégénérer. Le youtubeur Barely Sociable a même une idée du motif qui pourrait expliquer la première vague de posts entre 2009 et 2011. Peut-être que Cooch avait vraiment l'intention d'ouvrir une fabrique de tartes au citron vert, de créer un site web et de les vendre en ligne. Cela pourrait être la motivation initiale en 2009, seulement 2 ans après la fermeture du restaurant. Mais le projet ne s'est jamais concrétisé, alors pourquoi continuer après ça ? Et pourquoi partir dans des textes de plus en plus absurdes ? Eh bien, j'ai ma petite idée, mais avant de vous l'expliquer, il faut que je vous donne une information importante. Oswald Carlos Cucci Pelaez Jr. est décédé le 3 avril 2022 à l'âge de 68 ans. Et c'est dans les témoignages sous son avis de décès en ligne qu'on trouve peut-être la clé de ce mystère. La première chose qu'on remarque dans ces témoignages de proches, c'est qu'Oswald était quelqu'un de très apprécié. Son restaurant est mentionné à plusieurs reprises, ainsi que ses 3 fils, les 3 amigos, et son épouse Anita. Un des commentaires rapporte « Le meilleur oncle qu'un enfant puisse avoir. J'adorais les sculptures que tu faisais pour moi quand j'étais petit, non seulement pour leur côté cool, mais aussi pour la créativité de l'artiste. Je m'amusais toujours comme un fou avec toi. Je t'aime et tu vas me manquer. »
Mais c'est surtout ce témoignage très émouvant qui a retenu toute mon attention, car il explique peut-être la plus grande question, celle du pourquoi de tous ces messages. Il s'agit du témoignage posté par Angela Whitney, qui dit que si Kutch a donné naissance aux 3 amigos, c'était lui et Anita, les 2 amigos originels. Un couple admirable qui a réussi à importer l'ambiance des Keys au cœur de la Caroline du Nord. Et maintenant, on arrive au passage le plus important pour éclairer ce mystère. Même lorsqu'il était diminué, assis à son poste de commande derrière son bureau, Kutch insistait sur le fait qu'il retournerait travailler. Il était obstinément déterminé à réaliser ses objectifs. Le travail auquel il se consacrait avec acharnement était celui du Key West Bar & Grill. Les vinaigrettes qu'il préparait, le menu qu'il gardait dans son tiroir de bureau, les lourdes caisses qu'il soulevait, et le restaurant dont il s'efforçait de s'occuper avec tant d'amour. L'histoire d'amour entre Kutch et Anita était une évidence. Anita n'était pas seulement son amour éternel, mais aussi sa soignante dévouée et infatigable, prête à se battre pour son bien-être contre les hôpitaux, les médecins et les agences, encore et encore, sans relâche. Malgré tout ce que Kutch a enduré, il n'a jamais perdu sa dignité, parce qu'il s'est toujours accroché à lui-même et parce qu'Anita n'a jamais perdu de vue sa dignité non plus. Je les ai accompagnés pendant plusieurs années en tant qu'infirmière praticienne en soins palliatifs. Je suis reconnaissante que Kutch ait pu trouver la paix. Mon cœur est rempli de tendres souvenirs et d'une profonde reconnaissance pour son esprit, pour le privilège d'avoir côtoyé Kutch et Anita et d'avoir été témoin de leur amour inébranlable l'un pour l'autre, pour leurs 3 fils dévoués, Carlos, Santino et Joseph, ainsi que pour le père de Kutch qui vivait juste en face de chez eux avant de décéder. Le deuxième prénom et credo de cette famille doivent être dignité dans l'amour. Repose en paix mon cher Kutch, tu es aimé. Et quelle photo absolument ravissante. Anita, nous sommes à tes côtés. Et ça, cette information que Kutch est décédé d'une longue maladie, a priori Parkinson, qui l'a empêché de travailler dans son restaurant, de mon point de vue, ça change tout. Je l'imagine forcé de cesser son activité, c'est peut-être à cause de la maladie que le restaurant a fermé, et qui se balade sur internet en postant de temps à autre, avec humour, des revues fantaisistes sur son restaurant qui n'est plus. Une sorte de private joke destinée à lui-même qui lui permet de passer le temps et peut-être d'évacuer un peu de sa frustration de ne plus pouvoir travailler. Et le fait est que ça a créé un mystère numérique, avec les vidéos de Nexpo, de Barely Sociable et d'autres qui se sont tous demandé à quoi ça rimait. Eh bien peut-être que ça rimait juste à ça. Un homme malade, mais amoureux. Amoureux non seulement de sa femme, qu'il encense dans tous ses messages comme la plus belle du monde et celle qui fait les meilleures tartes au citron vert, mais également amoureux de son activité, de son restaurant où il a élevé ses 3 garçons et où sa famille a connu ses plus belles années. Un homme gentiment excentrique qui surnomme ses 3 fils ses 3 amigos, je trouve ça trop cool entre nous, qui sculpte des statues pour sa nièce, qui peint et dessine et qui quelques fois par jour décide de poster des revues sur les Kutchy Key Lime Pies. Ce n'est donc pas à un homme fou qu'on a affaire, mais à un homme qui souffre et qui trouve un moyen, improbable, drôle et absurde de l'exprimer. Bref, tout ça m'inspire des réflexions sur le temps qui passe, la vie qui file plus vite qu'on ne le croit, et les traces forcément éphémères que chacun et chacune d'entre nous laissera, sur internet ou dans la vraie vie. Kutch, en passant une partie de son temps à poster des messages extravagants sur le web, a laissé derrière lui une histoire touchante, presque poétique dans son absurdité. D'ailleurs, il n'était peut-être pas seul dans cette entreprise. Illuminati Pirate recense au moins 3 profils qui ont des manières de poster différentes. Jake Carson, Willie Jordan et Roger Ramjet. Il note aussi une anomalie. Certains comptes de KLP indiquent une localisation à Spanish Fork dans l'Utah. J'ai cherché mais je n'ai pas trouvé de connexion entre cette ville et Kutchy ou Asheville. Du coup, ça m'a donné une idée. Et si l'un des fils, un des 3 amigos, vivait là-bas ? Durant la création du compte, le site web en question aurait simplement localisé l'adresse IP de l'utilisateur. Et en cherchant les prénoms de ses 3 fils à cet endroit, j'ai fini par tomber sur Joseph Pelaez, qui liste des propriétés à vendre dans cette ville de 42 000 habitants. La coïncidence semble juste trop grande. Ce que je me dis, c'est qu'en découvrant que leur père postait ces messages loufoques, un ou plusieurs de ses fils ont peut-être décidé de rejoindre la blague et d'y participer à leur tour. Ça expliquerait ces différents éléments. Pour revenir sur le temps qui file, je me demande si dans 100 ans ou dans 1000 ans, il restera encore une trace de tout ça. De ce mystère numérique qui aura fasciné Reddit
et qui constitue le legs digital d'un individu hors norme et excentrique qui portait le nom d'Oswald Cucci Pelaez Jr. On passe maintenant à l'histoire des Poop Scissors, ce qu'on peut traduire par les ciseaux à caca. Avec cette entrée, on est sur du post Reddit de niveau légendaire, rien de moins. L'histoire est postée le 20 février 2022 par DemonSlayer007 sur le subreddit True of My Chest, un endroit où les redditeurs peuvent se soulager en exprimant ce qui leur pèse sur le cœur. Bref, la redditrice explique que pour son anniversaire Reddit, ce qui est connu sous le nom de Cake Day, c'est très à propos pour le coup, elle cherchait une histoire à raconter. Et l'histoire des vieux ciseaux à caca familiaux m'est revenue à l'esprit en lisant un autre post. Donc je me suis dit que j'allais coucher par écrit mon récit pour que tout le monde puisse en profiter. Pour le contexte, je n'ai personnellement vu les ciseaux à caca qu'une seule fois, car ma famille n'a pas trop d'interaction avec le côté maternel de la famille, à cause des mauvais traitements subis par ma mère durant son enfance. Quand j'avais environ 8 ans, ma tante, qu'on va appeler Daisy, est venue vivre avec nous alors qu'elle traversait un divorce difficile. Je ne l'avais jamais rencontrée avant, mais c'était évident, même pour quelqu'un d'aussi jeune que moi, que ma mère et elle étaient très proches. L'OP explique que les deux sœurs s'amusaient bien ensemble et que c'était un bonheur pour elle de voir sa mère sourire. Daisy et elle partageaient plein d'inside jokes. L'une d'entre elles, c'était les ciseaux à caca. Quelques semaines après qu'elle se soit installée chez nous, ma mère mettait un peu plus de temps que d'habitude aux toilettes. Alors ma tante s'est approchée de la porte et a crié « T'as besoin des ciseaux ?» Et ma mère a éclaté de rire. Du haut de mes 8 ans, et parce que je n'étais pas habitué à entendre autant de rire dans la maison, j'ai trouvé que c'était une remarque très amusante. Ce n'est que quelques mois plus tard, quand j'ai sorti la même phrase alors que je dormais chez une amie, que j'ai découvert que cette blague n'avait pas vraiment de sens pour qui que ce soit d'autre. Donc j'ai demandé ce que ça voulait dire, et je n'étais pas préparé à la réponse que j'ai reçue. Daisy m'a expliqué que leurs vieux grands-parents, mes arrière-grands-parents, avaient gardé certaines habitudes bizarres car ils étaient des immigrants polonais de première génération. Une de ces habitudes concernait une vieille paire de ciseaux rouillés qu'ils gardaient dans la salle de bain pour couper un étron en deux au milieu d'une défécation, afin de réduire la charge sur la plomberie et éviter de boucher les tuyaux. Ainsi, à chaque fois qu'ils rendaient visite à leurs grands-parents et qu'ils mettaient un peu trop de temps aux toilettes, on leur demandait de bien s'assurer de couper leur crotte en deux avec les ciseaux, sinon ils auraient de gros problèmes. Et l'histoire ne s'arrête pas là, car j'ai découvert que ces ciseaux étaient apparemment une sorte d'héritage familial bizarre, puisqu'ils ont été transmis à mon arrière-grand-mère. Nous lui avons rendu visite à son appartement de Chicago une fois, et ils étaient là, exactement comme décrit, qui pendaient à un crochet à côté des toilettes et du porte-serviette. Absolument stupéfaite, je n'arrivais pas à croire qu'ils étaient réels. J'ai alors demandé si c'était bien les ciseaux à caca. Daisy a confirmé qu'il s'agissait exactement des mêmes ciseaux, et même elle semblait un peu choquée. En résumé, ma famille possède une paire de ciseaux anciens, utilisés exclusivement pour couper les étrons, qui se transmet de génération en génération. Un jour, les ciseaux à caca pourraient me revenir, et cette idée m'effraie. Eh bien, quand on lit ça, comment ne pas aimer Reddit ? Dans les commentaires, il y a cela dit une redditrice qui se pose une question très technique. Attends, si je comprends bien, ils s'attendent à ce que les gens réaspirent la moitié de leur crotte à chaque fois qu'ils vont faire caca ? Non, ce n'est pas ce que j'ai compris. C'est plutôt qu'il faut couper la crotte en deux à mi-chemin, puis continuer à faire caca une fois qu'elle a été évacuée dans les canalisations. Ce qui veut dire, si j'ai bien compris moi-même, qu'il faut tirer la chasse d'eau 2 fois chaque fois qu'ils vont faire la grosse commission, et s'ils doivent rester assis, ça veut dire potentiellement se faire éclabousser le derrière. Bon, on va laisser là ces considérations fondamentales pour s'intéresser au titre de ce post. Il commence par « Vous avez tous entendu parler du couteau à caca ». Eh bien, si ce n'est pas le cas pour vous, on va y remédier tout de suite. Il s'agit d'une référence à un autre post légendaire de Reddit, qui a été publié le 10 janvier 2018 par l'utilisateur LearnBot sur r/confession. Rien que le titre vous donne une bonne idée du post. J'avais 22 ans lorsque j'ai appris que toutes les familles n'avaient pas un couteau à caca. Et ok, c'est vraiment de l'humour de très bas étage, mais j'ai envie de vous le lire parce que perso, ça me fait vraiment marrer. Donc, voici ce que raconte l'OP. Ma famille fait de gros caca. C'est peut-être génétique, c'est peut-être dû à notre alimentation, mais on a tendance à tous pondre des crottes de 2 courriques. Si vous avez déjà fait une crotte géante, vous savez que parfois, elle ne s'évacue pas correctement en tirant la chasse d'eau. En grandissant, ma famille avait donc un couteau à caca. C'était un vieux couteau de cuisine rouillé qui pendait à un clou dans la buanderie et qui était utilisé uniquement pour ça. Il était tout naturel pour nous de marcher dans le couloir et d'entendre quelqu'un crier « Hé, tu peux me passer le couteau à caca ?»
Je pensais que c'était un équipement standard. On a la ventouse, la brosse à chiottes et le couteau à caca. Avance rapide jusqu'à mes 22 ans. Cela faisait un jour ou deux que je n'avais pas été aux toilettes et j'étais chez un ami. C'était un dealer qui avait toujours des invités car évidemment impossible d'acheter de la bœuf sans passer 1 heure à tester un échantillon. Bref, je m'excuse et je fais une énorme crotte. Je regarde ça et je vois qu'elle est de travers, alors j'en trouve la porte et j'appelle mon pote. Il arrive et je lui demande son couteau à caca. Mon quoi? Ton couteau à caca, lui dis-je. J'ai besoin de l'utiliser, s'il te plaît. Mais c'est quoi un couteau à caca? Évidemment, il en a un, mais peut-être qu'il l'appelle autrement, par un nom plus délicat. Un hachoir fécal? Un diviseur de déjection? Un glaive à guano? J'explique ce que c'est et pourquoi j'en ai besoin. Il commence à glousser, puis à rire. Puis plein de gens commencent à rire. Il s'avère que la musique s'était arrêtée et que tout le monde avait entendu mes supplications à travers la porte. Il s'est également avéré qu'aucun d'entre eux n'utilisait de couteau à caca. C'est juste ma famille pourrie avec leurs intestins complètement pourris. VDM. J'ai tout raconté à ma femme hier soir et elle était à la fois amusée et horrifiée. Il s'avère qu'elle utilisait le vieux couteau rouillé accroché dans le placard de la buanderie comme un couteau normal. Heureusement pas pour cuisiner mais pour ouvrir des colis Amazon. Elle va maintenant avoir le sien propre. Voilà, je pouvais pas résister, cette histoire est juste légendaire. Et je suis curieux de savoir s'il y a une personne ici qui a déjà utilisé un couteau ou des ciseaux à caca. En tout cas, croyez-le ou pas, mais on en trouve en vente sur Etsy ou sur Amazon. Si vous aviez besoin d'une petite idée cadeau originale pour Noël, ça peut être une piste à creuser. Ou pas. J'ai un peu hésité à laisser cette histoire dans la présente vidéo, au lieu de la mettre dans les irracontables, mais il était possible de vous la raconter, justement, sans trop d'autocensure. Alors la voici, l'histoire de la bouteille de shampoing. Elle est postée le 31 mars 2019 par l'utilisateur The Other Alt sur le subreddit Teenagers, un sous-forum dédié et géré par des adolescents. Elle porte le titre « N'insérez pas votre pénis dans une bouteille de shampoing ». Alors déjà, merci du conseil, ça peut toujours être utile. Maintenant, si vous vous demandez pourquoi, je vous propose d'écouter l'OP, car son histoire vaut le coup d'être entendue. Aujourd'hui, j'ai merdé, mes jeunes amis, très gravement. Pour commencer, je tiens à préciser que j'avais l'habitude de me toucher très souvent, et je le fais encore parfois. En général, sous la douche, pendant environ 1 heure, dès que j'en ai l'occasion. Bref, aujourd'hui je me suis dit que puisque le shampoing est si doux sur mes cheveux et mes mains, peut-être que ce serait agréable aussi de m'en mettre sur le pénis. Donc j'en ai pris une bonne quantité dans la main et m'en suis enduit. Au début c'était agréable, grosso modo ce que vous pourriez imaginer. Puis j'ai eu la super idée de mettre mon truc dans la bouteille de shampoing. Avec quelques efforts, c'est pas pour me vanter, mais mon engin est plutôt large, j'ai réussi à l'insérer complètement. Ce n'était pas une bonne idée. Déjà, je ne pouvais pas bouger car c'était super étroit. Il y avait tellement de friction que j'étais coincé. Je n'arrivais pas non plus à le retirer. J'ai alors commencé à paniquer. J'avais l'air d'un parfait abruti, mon pénis encastré dans cette bouteille géante. J'ai essayé de sauter, de le retirer avec mes mains, mes pieds, c'était une vraie galère. Pendant tout ce temps, mes parties intimes flottaient dans ces substances shampouineuses, ce qui n'était pas un problème au début. Jusqu'à ce que ça commence à brûler très sérieusement. Nom d'une pipe, je ne peux même pas décrire avec précision la douleur d'avoir le pénis en feu. C'était une sensation de feu glacé qui pulsait sans s'arrêter. J'avais du mal à me retenir de hurler, j'étais en larmes et tout, un vrai désastre. À ce moment-là, j'aurais fait n'importe quoi pour pouvoir me décoincer. Donc j'ai mis au point un plan, je me suis séché, j'ai enfilé mon pantalon le plus large pour cacher la bouteille de shampoing géante et j'ai mis un t-shirt pour aller jusqu'au frigo et y prendre du beurre. Tandis que je me dirigeais vers le frigo, ma mère m'a dit de monter dans sa chambre pour qu'on puisse parler de mes résultats scolaires désastreux. Je suis resté pendant 20 minutes à l'écouter, me traiter alors que j'avais le pénis en feu et glacé. Après ce calvaire, j'ai essayé de courir jusqu'à ma chambre. Je suais, je pleurais et j'avais du mal à simplement me tenir debout. Je suis tombé à genoux et j'ai rampé sur les derniers mètres jusqu'à ma chambre avec ma plaquette de beurre fondu. Pour faire court, j'ai étalé du beurre sur le goulot et après un moment, la bouteille a fini par se détacher pour révéler mon membre viril tout rouge et enflammé. À l'heure où j'écris ces lignes, mon pénis ne s'est toujours pas complètement rétabli et je pense que j'ai déchiré la peau. Ce qui veut dire pas de touche pipi pendant un bout de temps. Moralité, ne mettez pas votre membre viril dans une bouteille de shampoing. Dans les commentaires, on a quelqu'un qui demande « Mais pourquoi tu ne peux pas simplement utiliser une noix de coco comme une personne normale ?» Et si vous voulez la ref, ou que vous ne l'avez pas déjà, il faudra aller voir la partie des irracontables, qui sera publiée sur ma chaîne Odyssée. Je vous en reparle à la fin de cette vidéo, en attendant, on passe à l'histoire suivante. You/Jake3572.
Ce pseudo Reddit est celui de Jake Davison, un Britannique de 22 ans qui, le 12 août 2021, a commis une tuerie de masse dans la ville de Plymouth, en Angleterre. Son compte Reddit offre un aperçu glaçant de sa vision du monde. Davison, qui souffrait de troubles mentaux, entretenait une image très négative de lui-même, de son corps, de sa mère et des femmes en général. Il avait également une chaîne YouTube qui a depuis été fermée par la plateforme. Selon le site Voxpol, spécialisé dans l'étude de l'extrémisme violent en ligne, l'activité et les déclarations de Davison sur Internet montrent que son crime est lié à l'idéologie incel, qui est l'abréviation de Involuntary Celibate ou célibataire involontaire en français. Si ce concept vous est inconnu, voici un résumé de ses thèmes clés. Premièrement, il y a l'idée centrale que nous vivons dans une société lookiste ou imagiste, où seule l'apparence physique détermine le succès des individus dans leurs relations amoureuses et dans la vie en général. Cette société serait structurée en une hiérarchie à 3 niveaux. Au sommet, les hommes attirants, les Chad, et les femmes, les Stacy. Au milieu, les individus d'apparence normale, les normies ou bêta, et tout en bas, les incels. Deuxièmement, cette vision du monde déshumanise constamment les femmes, décrites comme des êtres manipulateurs motivés par la cupidité et l'attirance pour les Tchads. Troisièmement, cette situation mènerait à une discrimination et à un rejet systémique des incels, qui se présentent comme les victimes d'une structure sociale oppressive condamnant à l'échec toutes leurs tentatives d'amélioration. C'est l'idéologie de la Black Pill, ou pilule noire. Enfin, de nombreuses discussions incel se concentrent sur des problèmes d'isolement social et de santé mentale, notamment l'autisme. Si cette vision du monde est considérée comme une forme d'extrémisme potentiellement violent, c'est parce qu'elle a plusieurs fois conduit des individus à commettre des actes atroces. On peut citer Elliot Rodger, responsable de la tuerie d'Isla Vista en 2014, qui a fait 6 morts et 14 blessés. Il avait annoncé son acte sur sa chaîne YouTube dans une vidéo qui parlait de son jour de la vengeance. On peut aussi mentionner Alec Minassian, qui a tué 10 piétons à Toronto lors d'une attaque à la camionnette en 2018. Ou encore Scott Bierley, qui, la même année, a tué 2 femmes dans un cours de yoga à Tallahassee. Voilà pour la petite mise en contexte. Quand il rejoint Reddit, Jake Davison commence par poster sur les sous-forums r/Virgin, une communauté pour les personnes vierges, et sur Am I Ugly, où les redditeurs publient leurs photos pour recevoir l'avis des autres sur leur physique. Il fréquente aussi Am I Ugly Brutally Honest, une version du subreddit où les réponses sont volontairement cruelles. C'est sur ce subreddit que Davison poste une vidéo où il se montre sous différents angles. La plupart des retours sont positifs, les gens lui affirmant qu'il n'est pas laid du tout. Dans le lot, un seul commentaire est très critique, lui disant qu'il est gros et qu'il doit perdre du poids pour améliorer son physique. C'est d'ailleurs le seul commentaire auquel Jake3572 répond. Dans un post sur r/RateMe, un autre subreddit où les redditeurs notent le physique des autres, Jake3572 révèle davantage sa souffrance et ses préoccupations. À 22 ans, je suis toujours vierge. Je n'ai jamais eu de copine, jamais embrassé une fille, ni rien. Pourquoi je n'arrive pas à obtenir un seul match sur Tinder? C'est vrai que je suis un peu gros, mais je suis baraqué, je fais 1m83, etc. Je vous laisse me juger pour me dire où je me situe selon vous. Parfois sur les photos, j'ai l'impression d'être vraiment répugnant. J'ai l'impression qu'elles ne me mettent pas du tout en valeur et que j'ai l'air moins attirant que je ne le suis réellement. Je pense que dans la vraie vie, j'ai l'air bien mieux. Je crois que ces filles seraient physiquement attirées par moi si elles me rencontraient plutôt que de regarder ces photos horribles. Je sais que je devrais essayer de rencontrer plus de filles en personne, mais je n'ai pas parlé à une fille depuis mes 17 ans. Et maintenant, ça semble impossible d'en rencontrer. L'article de Voxpol montre qu'à partir d'avril 2021, l'activité de Davison sur Reddit s'intensifie. Il participe de plus en plus à des subreddits où la vision du monde des incels prédomine. C'est le cas sur Incels in Action, qu'il fréquente beaucoup dans les semaines précédant la tuerie, et dont la description dit simplement « pour quand les puceaux deviennent fous ». Il poste aussi sur r/Doomers un sub avec des techs très nihilistes et fatalistes. Une analyse sémantique de ces messages montre les sujets principaux dont Davison parle sur Reddit, à commencer par les femmes d'un côté et les hommes vierges de l'autre. Jake3572 se déclare lui-même incel et exprime également une haine envers sa propre mère, qu'il tient en partie pour responsable de sa situation. Venons-en justement à sa vie de famille. Jake Davison est le 3e enfant de Mark et Maxine Davison, un couple divorcé. Son père a un casier judiciaire pour des affaires de violence, et il a même fait de la prison pour avoir brutalement agressé un de ses collègues pêcheurs. Jake a lui-même un passé marqué par la violence.
Ses premiers ennuis avec les autorités remontent à l'âge de 12 ans, quand il attaque un camarade de classe, ainsi qu'un de ses professeurs à la Mount Tamar School, un établissement spécialisé pour les enfants sur le spectre de l'autisme. En 2016, il aurait agressé un couple dont la femme était enceinte, non loin du lieu de sa future tuerie. La police se contente alors de lui donner un avertissement sans conséquences judiciaires. Puis, en septembre 2020, il agresse un adolescent qu'il avait traité de gros, une attaque qui a été filmée par les caméras du parc. Mais à cause de la pandémie, son jugement n'aura pas lieu. C'est d'ailleurs cette absence de procès qui lui permettra de garder, et même plus précisément de récupérer, son fusil confisqué par la police après l'incident du parc. Car Davison était obsédé par les armes à feu depuis l'enfance, comme le rapportent plusieurs de ses professeurs. Sur le plan médical, il souffrait du syndrome d'Asperger, une forme d'autisme. Il avait également été diagnostiqué avec un trouble de l'attention lorsqu'il était enfant. Mais c'est durant la pandémie de coronavirus que sa santé mentale semble se détériorer très fortement. Le 26 mai 2021, il poste un commentaire très bizarre sur Reddit où il dit ceci. « Je commence à penser que j'ai été exposé à une sorte de produit chimique ou de radiation qui a endommagé mon ADN. J'ai l'impression d'avoir vieilli de 30 ans au cours des 2 dernières années. » Un redditeur lui répond « Mec, je peux pas te dire comment s'appelle ce symptôme, mais c'est à 100% un signe de forte dépression ou au moins d'une vision très déformée du monde. J'ai découvert que moi et un autre ami incel rencontré en ligne, on croyait fermement que la moisissure du plafond de nos chambres avait stoppé notre croissance trop tôt et que c'était la raison de notre situation actuelle. Un de mes amis dans la vraie vie, un incel déprimé lui aussi, pense que les radiations de son téléphone portable ont causé sa perte de cheveux. » Cet état mental dégradé se mêle aux obsessions de Davison, qui transparaissent également dans ses vidéos sur YouTube. Certaines le montrent en train de faire de la musculation, mais dans 3 autres, qui durent 10 à 15 minutes chacune, il exprime sa frustration et ses pensées. Dans l'une d'elles, qui est sans doute la plus citée, il déplore son manque de motivation, même pour la musculation, une activité qui auparavant constituait pour lui une source de satisfaction. C'est aussi dans cette vidéo qu'il prononce une phrase que les médias reprendront beaucoup. Parfois, j'aime à penser que je suis un Terminator. Une déclaration qui prendra en effet un sens particulièrement sinistre quelques mois plus tard. En parallèle, Davison se montre de plus en plus actif sur r/uglyuncensored, un subreddit depuis banni qui se focalisait sur les effets du lookisme, la discrimination sur l'apparence physique. C'est là qu'on trouve ces derniers messages qui disent entre autres « Même faire les choses que j'appréciais commence à devenir difficile. J'ai l'impression que la fin des temps approche, les gars. Je n'ai jamais voulu être comme ça, je vais continuer à m'accrocher. Avant, j'adorais faire de l'exercice et nager, maintenant j'ai du mal à voir l'intérêt ou à en tirer du plaisir. Même les jeux vidéo et la musique ne me font plus rien, et je me sens physiquement comme une merde. » Dans un autre post, il commente ironiquement un appel à la motivation posté par un autre redditeur. « Accepte que tu es un perdant qui ne connaîtra jamais l'amour et que tu te verras refuser ce que les autres ont, l'objectif le plus basique de tous les organismes vivants. Contente-toi de te consacrer à des œuvres caritatives et à tes hobbies. Sois un bon garçon, reste dans ton coin. Tais-toi et reste devant ton ordinateur à te toucher. » Son tout dernier post Reddit date du 10 août 2021, soit 2 jours avant la tuerie. Même pas un like sur mon profil Facebook ou mes publications. Je suis un vrai paria oublié de tous. Le 12 août, après une dispute avec sa mère, Jack Davison monte dans sa chambre, prend son fusil à pompe et redescend dans le salon où il abat sa mère de 2 coups de feu. Il sort dans la rue où Lee Martin, 43 ans, et sa fille de 3 ans, Sophie, promènent leur chien. Il abat la petite fille qui poussait un jouet de Lando, puis son père. En voyant ça, un voisin sort sur le pas de sa porte et lui crie « Mais qu'est-ce que tu fous ?» Davison pointe son arme vers lui. L'homme a le temps de se réfugier à l'intérieur de sa maison, mais Davison tire à travers la porte d'entrée, le blessant, lui et sa mère. Davison, le visage dénué d'émotion, continue à avancer dans le quartier en tirant sur d'autres passants. Stephen Washington, 59 ans, est abattu dans un parc à proximité. Puis Kate Shepard, 66 ans, est assassinée à son tour alors qu'elle se trouve devant la vitrine d'un coiffeur. En passant à côté d'un résident du quartier, il lui dit « Y a pas de souci à se faire, mon gars ». Il menace encore des gens dans un parking sans tirer, puis repart dans la rue, le fusil sous le menton, le regard vide comme un robot. Alors que la police approche, au terme d'un massacre qui aura duré une quinzaine de minutes, il retourne son arme contre lui-même, laissant dans son sillage un nombre incalculable de vies brisées. Sans transition, on passe à l'histoire suivante. The Butcher. On passe maintenant à cette entrée qui s'intéresse à un sujet que je n'ai pas l'habitude de traiter sur cette chaîne, celui d'un Lost Media.
Le 20 septembre 2019, un utilisateur du nom de DeadUser00 poste un message sur r/tip-of-my-tongue, un subreddit que les gens utilisent pour retrouver le titre d'une chanson, d'un film ou juste un mot qu'ils ont sur le bout de la langue. L'OP est à la recherche d'un court-métrage qu'il se souvient avoir vu sur la chaîne Nickelodeon. Dans ce film apparaissaient des marionnettes faites d'os, enfin d'os quoi, bones en anglais. Il explique qu'il est brésilien et qu'entre 2001 et 2004, Nickelodeon diffusait des courts-métrages, soit entre les différents programmes, soit au cours de la nuit. Et voici comment il décrit celui qu'il recherche. Un court-métrage a retenu mon attention car il était beaucoup plus sombre que les autres contenus qu'on voyait sur Nickelodeon. Pendant la scène d'ouverture, on voit le titre du film écrit en blanc sur fond noir. Je crois qu'il s'appelait Le Boucher. Le film est en noir et blanc et on y voit une main qui tient un couteau de boucher et qui découpe des animaux faits de véritables os. Les animaux sont de petite taille comme des oiseaux, des lapins, des chiens, etc. Ils ressemblaient à ceci. La photo que l'OP met en référence est un peu trop graphique pour YouTube, mais il confirme par la suite que le design des animaux était très similaire à cet autre court-métrage, lui aussi en stop motion. L'OP continue. La vidéo n'avait pas de dialogue, seulement de la musique et peut-être des effets sonores. À la fin, les squelettes d'animaux se rebellent contre le boucher. Je ne sais plus si seule la main du boucher est visible pendant le film, mais je crois que c'est le cas. Il me semble aussi que sa main est une vraie main humaine. Pendant ses recherches, l'OP découvre qu'un autre internaute se souvient avoir vu Strange Invaders sur Nickelodeon, un autre court-métrage qu'il avait vu lui-même sur la chaîne à cette époque et qu'il avait également trouvé très flippant. Il pense donc avoir trouvé là une piste et il contacte le NFB, l'Office national du film du Canada, qui est le producteur du court-métrage Strange Invaders. Avec un peu de chance, ils sont aussi à l'origine du film The Butcher. Cet office lui donnera un coup de main dans ses recherches, mais malheureusement, ils n'ont aucun métrage dans leurs archives qui correspondent à celui que recherche l'OP. Ainsi, malgré les efforts déployés par Reddit, il semble que ce film doive rester, pour l'instant, un lost media. Mais qui sait, peut-être qu'il rappellera quelque chose à l'un ou l'une d'entre vous et que vous ferez avancer l'enquête. De mon côté, ce post a en tout cas été l'occasion de découvrir certains courts-métrages et extraits de films particulièrement creepy, notamment celui-ci. Il est tiré des aventures de Mark Twain. On y voit des enfants qui rencontrent cette figure inquiétante. Il lui demande « Qui es-tu » ? « Un ange. »« Comment t'appelles-tu » ? « Satan. » Ça commence bien. La vidéo montre ensuite Satan qui crée des personnages en pâte à modeler, avant de les tuer et de faire des commentaires sur la nature pathétique de l'être humain. Le truc est giga creepy. On va maintenant s'intéresser à l'histoire troublante d'Eric et Annie, deux redditeurs dont la relation publique sur Reddit a captivé et perturbé de nombreux utilisateurs. L'histoire commence le 22 juin 2013 lorsque l'utilisateur Eric R poste un nouveau message sur r/r4r, un subreddit dédié aux rencontres amicales ou amoureuses. Dans son thread, il propose aux gens du côté de San Francisco de se réunir pour manger dans une pizzeria. Il offre même de payer pour une ou deux personnes. C'est là qu'Annie, la redditrice Another Little Piece, interagit avec lui pour la toute première fois. Quelle offre sympa! Je ne suis pas assez proche de Petaluna, mais j'espère que tu trouveras quelqu'un pour se joindre à toi. Un peu de contexte et une question. Tu as l'air de quelqu'un avec qui je m'entendrais bien en tant que collègue ou ami. Je me dis qu'à l'occasion, ce serait sympa de parler, de manière platonique, sur des sujets intéressants avec quelqu'un ici, de manière un peu plus longue que sur un ou deux commentaires. Pas de pression et pas de soucis si tu n'es pas intéressé. Je ne sais pas ce que ça donnerait, mais est-ce que tu voudrais essayer ? Si oui, réponds à ce commentaire ici, pas en DM, et on pourra essayer de trouver quelque chose. Annie précise ailleurs qu'elle est en couple, et que c'est la raison pour laquelle elle ne veut pas échanger par DM. Elle aurait l'impression de ne pas être transparente vis-à-vis de son compagnon. Eric est lui-même en couple, et cette condition semble bien lui convenir. Et c'est ainsi que débute un échange entre les deux redditeurs. Une conversation qu'ils tiendront en public et qui va s'étaler sur des milliers, non, sur des dizaines de milliers de messages. Alors aujourd'hui, tous leurs premiers échanges sur le post d'Eric ont été effacés. On ne voit donc plus que les ombres de ces commentaires retirés par la modération, qui s'enchaînent indéfiniment jusqu'à la limite affichable sur chaque page. Puis on clique sur continuer ce thread et rebelote, on clique, clique encore jusqu'à la prochaine limite et ainsi de suite. Je vous parle de ça parce que lorsque je fais des recherches sur Reddit, je suis souvent confronté à ce phénomène où les textes ont disparu et où il faut les retrouver d'une manière ou d'une autre. Mais là, pas de bol, cet échange semble être à tout jamais perdu.
sauf peut-être dans la mémoire d'Eric et d'Annie. Bref, Eric propose de créer des threads qu'il appelle branches dédiés à leurs échanges. C'est ce qu'il fait sur R Let's Chat le 4 juillet 2013, soit une dizaine de jours après qu'ils aient commencé à discuter. Un canal de discussion pour Annie. Tu veux qu'on essaye ce sub pendant un moment ? Ces premiers messages donnent l'impression qu'Eric et Annie apprennent à se connaître. Ils parlent de musique, de littérature, de films, de séries télé. Ils s'échangent des recommandations, discutent de leurs hobbies respectifs. On découvre qu'Eric fait de la voile et de la moto, qu'Annie aime la nature et la photographie. Leurs messages sont longs, détaillés et la première page elle-même permet d'en apprendre beaucoup sur chacun d'entre eux. Mais ce n'est là que l'infime partie émergée de l'iceberg. La première page de leur conversation, déjà très longue, ne compte que 34 commentaires. Cette branche en contient au total 24 000. Au bout de 6 mois, ce premier thread est archivé de manière automatique. Eric crée donc une deuxième branche le 16 mai 2014. Nouveau canal de discussion pour Annie et Eric. L'ancien a été archivé. Annie, je suppose que le fil de discussion lui-même a glissé trop en bas de la page. Je viens de recevoir une notification. Ce thread est désormais un morceau d'histoire. Il est trop tard pour y répondre. Voici ma tentative de créer un nouveau fil pour notre branche. Est-ce que ça te va ? Annie lui répond avec un smiley. En tant qu'observateur de cet échange, on arrive en plein milieu d'une conversation qui se déroule depuis près d'1 an. Le ton est très chaleureux, je vous laisse en juger. C'est un sourire qui m'a fait pousser un grand soupir de soulagement. Salut. Peut-être que les threads sont fermés au bout de 10 mois ou quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, on a toujours notre chez nous. Tous mes meilleurs vœux à toi et à ta chérie. Et mes meilleurs vœux à toi et au tien. Toujours et à jamais des souhaits de bonheur à toi et tous ceux qui sont dans ta vie. Je te souhaite aussi tout le bonheur du monde. Le ton de leurs échanges a, sans l'ombre d'un doute, évolué. On remarque aussi qu'ils mettent en majuscules les lettres de certains mots, le A et le E, 2 lettres qui font évidemment référence à leurs prénoms respectifs. Par exemple, Eric écrit « Dearest Friend » avec un A majuscule, et Annie s'adresse à Eric en l'appelant « Exceptional » avec un grand E au milieu du mot. C'est mignon et un peu cheesy. Ça donne surtout l'impression qu'ils flirtent. Un sentiment qui va encore se renforcer lors de l'ouverture de la 3e branche, 6 mois plus tard, le 12 novembre 2014. La branche d'Eric et Annie, 3e du nom. Voici notre nouveau foyer sur Reddit. Peut-être qu'on pourra y caser encore 10 000 messages ou plus. Annie entame la danse. Des mots et des phrases. Les mêmes mots et phrases que je renvoie à la plus belle âme que j'ai jamais rencontrée. J'en suis déjà au stade où je peux simplement fixer l'écran avec tendresse alors que je viens tout juste d'arriver. Bon, en lisant ça, on a envie de dire « Get a room, guys ». Il est temps de conclure l'affaire. Et dans cette branche qui comptera pas moins de 27 000 messages, Eric et Annie parlent de leur partenaire. Annie explique notamment qu'elle est séparée de son compagnon. On pourrait donc s'attendre à ce que leur relation évolue de manière plus privée. Mais non, ils continuent à échanger en public au lieu de passer au DM. Peut-être qu'ils se sont habitués à ces threads publics. Peut-être même qu'ils apprécient ce système de conversation qui leur permet de continuer en parallèle des discussions sur différents sujets, comme les différentes branches d'un arbre. Ou alors peut-être apprécient-ils le fait de s'exprimer en public. Quoi qu'il en soit, au bout de 6 mois, la branche est à nouveau archivée. Le 11 mars 2015, Eric en crée donc une nouvelle. Une nouvelle branche pour Annie, pile quand elle revient. Quel timing, n'est-ce pas ? Les choses semblent bien aller entre les 2 réditeurs, mais un jour, Annie laisse un long message qui va tout changer. Elle fait référence à ce qu'Eric lui disait un peu plus tôt à propos d'une collègue à lui. « Je suis extrêmement heureuse que tu vives cette expérience. Je la célèbre pour toi sans réserve. Mais pour moi, je ne pense pas pouvoir continuer, ou quel que soit le bon terme. » Annie explique alors qu'elle n'arrive pas à supporter quand Eric lui parle d'autres femmes. Je me rends compte qu'il est très probable que tu offres seulement une oreille amicale à cette femme, mais la vie est ce qu'elle est et tu es toi, l'homme exceptionnellement incroyable que je sais que tu es, et des choses peuvent arriver. Et moi, je pense que je dois attendre notre seconde vie pour être avec toi. Je ne sais pas si je suis assez forte pour cette vie, maintenant et ici. Je peux continuer à te parler ce soir ? Ce n'est pas mon dernier message de la soirée, mais je ne peux tout simplement pas continuer. Annie fait ici référence au concept d'une vie future, un sujet qui revient souvent entre Eric et elle. C'est grosso modo l'idée que dans une incarnation future, ils se rencontreront en premier et pourront vivre leur amour pleinement. En réaction, Eric essaye d'arrondir les angles. L'idée de ne plus lui parler ne le rend certainement pas heureux.
mais Annie semble avoir pris sa décision. Quand je t'ai dit pour la première fois à quel point ça me faisait mal de t'entendre parler d'autres femmes, tu as été très clair sur le sujet en disant que c'était quelque chose dont tu avais besoin de pouvoir parler ici. Je pense que c'est très révélateur. Tu as été prêt à faire tout ce dont j'avais besoin, sauf cette seule chose. Cela doit être vraiment important pour toi. Les deux réditeurs échangent encore sur leur prochaine vie, comment ils s'y retrouveront, puis je m'en vais d'ici. Je t'envoie tout ce que je peux, du début à la fin, absolument tout. Et c'est le dernier message qu'Annie postera sur Reddit. Eric répond avec un smiley triste, un emoji qui signe la fin de leur histoire et qui augure du reste de la sienne. Quelques réditeurs compatissent. C'est en réalité le début d'une longue descente aux enfers pour Eric. 5 jours plus tard, il revient sur le thread, car une chanson arrivée sur la front page de Reddit lui a fait penser à Annie. Il poste son message, seul, sans obtenir de réponse. 8 jours plus tard, il écrit encore. Ces 3 dernières semaines n'ont pas été faciles. Le monde me paraît terne et je tiens à peine le coup. Tu me manqueras chaque jour de cette vie. Et il revient encore et encore. Un éternel retour qu'Eric va entretenir pendant des mois, puis des années. Et c'est sa tristesse, son désespoir même, qui va attirer l'attention d'autant de personnes sur l'histoire d'Eric et Annie, deux réditeurs dont l'amour semble être né sans avoir jamais pu s'épanouir. Le 25 novembre 2015, soit 1 mois et demi après le départ d'Annie, Eric publie un nouveau post sur Let's Chat. Tu n'es plus là, mais je ne suis pas encore prêt à vivre dans un monde sans branches, en particulier pendant les vacances. Tu ne reviendras jamais pour voir ça, je le sais. Je te l'envoie néanmoins. Dans les commentaires, il continue à poster dans le silence et la solitude. Il souhaite un joyeux Noël à Annie, répète qu'elle lui manque et qu'il regrette ses erreurs. Un réditeur, le seul à avoir posté sur ce thread, dit les termes. C'est déprimant. Et les messages d'Eric vont le devenir de plus en plus. Il semble osciller entre des déclarations poétiques d'un côté du type « Merci ma très chère Annie, merci de m'avoir trouvé, merci d'être ma carotte, ma déesse loutre à pieds nus, mon soleil et ma lune et mes étoiles au-dessus. Mes pensées sont toujours avec toi, je suis sûr que tu peux le sentir. J'espère que tu vas bien. » Et d'un autre côté, ces messages deviennent de plus en plus sombres. Le 5 octobre 2016, il revient commenter sur une branche qu'il a créée précédemment. Une autre branche fantôme pour Annie, en se souvenant de leur séparation survenue 1 an plus tôt. Il y a 1 an, à cet instant, j'avais déjà brisé notre capacité à parler pour le reste de cette vie. Un peu plus loin, il dit cette chose touchante. J'ai eu cette prise de conscience aujourd'hui qu'il y aura un moment où le nombre de jours depuis que tu t'es déconnecté sera plus grand que le nombre de jours pendant lesquels nous avons parlé. Ce n'est pas un jour que j'attends avec impatience. C'est encore loin. Je ne sais pas encore si je vais calculer à l'avance quel jour ce sera ou si ça va me frapper comme une avalanche quand je réaliserai que cette date est passée. On peut le dire, Eric a du mal à passer à autre chose. Les mois, les années s'écoulent pendant lesquelles il continue à parler seul à une Annie qui n'est plus là ou qui, dans tous les cas, ne lui répond plus. Puis vient le 25 décembre 2017. Ce jour-là, il poste un nouveau fil. La dernière branche qu'Eric peut créer pour Annie. C'est là qu'il va poster ses 2 derniers messages le 22 juin 2018, soit le jour anniversaire de leur rencontre, ce qu'il dénomme le jour de la pizza. Le premier message est posté à minuit et quelques. Aujourd'hui est le jour de la pizza. Il a commencé il y a quelques minutes, ce qui veut dire qu'il est plutôt tard pour moi. Je voulais en dire tellement plus, mais je ne suis pas vraiment sûr de le pouvoir. Cette branche expire dans 2 jours. Ce que je dis ici, avant cela, constituera donc la fin, je crois. Les gens ont trouvé et envahi les posts, m'envoyant des messages privés. Je ne peux pas créer un autre fil de discussion car je sais que cela va se reproduire. J'écrirai probablement à nouveau, mais si jamais je ne le fais pas, je suis désolé, Annie, Carotte, MFA, ma correspondante et Ati. Je suis désolé que les choses se soient passées ainsi et que j'ai été assez stupide pour nous exposer aux yeux du public. Je suis désolé pour tout ce qui n'était pas tout à fait parfait pour toi. Edith, 5 ans. Tu fais partie de ma vie, de mon monde depuis 5 ans maintenant.
Merci pour chaque instant de cette période. Et là, est-ce que vous sentez le truc venir? Un peu plus tard, le même jour, il revient. Bonjour ma meilleure. Plus que quelques heures du jour de la pizza. Mon temps pour t'écrire touche à sa fin. C'est assez difficile à affronter, mais j'ai dû y faire face depuis plus de 2 ans, n'est-ce pas? Je suis de nouveau en voyage à Klamath Falls. Et ce voyage se termine le jour où ce fil de discussion atteint ses 6 mois et sera verrouillé. La perspective de ne même plus avoir cet échappatoire pour me rappeler nos jours ensemble n'est pas facile à affronter. C'est un peu une évidence, non? Si c'était facile, je n'aurais jamais écrit une seule fois après que tu sois parti. Mais tant pis, cette vie a été un peu un gâchis. Je n'ai aucune raison de penser que quoi que ce soit se passera bien. Après cela, Eric va garder le silence, ce qui laisse supposer le pire au Redditeur. Face à l'absence de tout nouveau poste de sa part, et devant son désespoir face à l'absence d'Annie, les gens concluent qu'il a commis l'irréparable. Les commentaires sous son post montrent combien cette histoire a touché de personnes. C'est le truc le plus triste que j'ai vu de ma vie. Plonger dans ce terrier de lapin a tué mon âme. Cela me terrifie de penser à ce qui m'arrivera si je perds la fille que j'aime. Ça, ici, c'est une des plus belles tragédies d'Internet. Un des meilleurs et un des plus tristes rabbit holes que j'ai jamais vu. Reddit avait donc plus ou moins fait son deuil d'Eric quand, le 12 décembre 2019, il poste un nouveau commentaire en réponse à un thread sur Ask Reddit qui demandait aux Redditeurs comment ils avaient choisi leur pseudo. Man, est-ce que je suis le seul à avoir vu que t'étais vivant? T'es vivant? La vache, t'es vivant! Et donc, on peut conclure cette histoire sur cette info rassurante. Non, Eric n'est pas mort. Et c'est effectivement bien heureux. Avant de passer à l'histoire suivante, une question qui se pose. Est-il possible que toute cette histoire, avec sa fin dramatique, soit le résultat d'un fake, un ARG ou un projet artistique mené par une seule et même personne? Un Redditeur pose cette objection. Ah, je sais pas, plus de 50 000 messages, ça fait un peu beaucoup pour un mensonge. Et en même temps, il y a certaines incohérences dans l'histoire. S'ils étaient vraiment amoureux, pourquoi Eric n'a-t-il pas fait tout son possible pour rencontrer Annie IRL, en commençant par lui envoyer des MP, au lieu de revenir poster tout seul aux yeux de tout le monde? Bon, après, si c'est une seule et même personne qui a écrit tous ces dialogues, on ne peut que saluer le travail que ça a dû représenter. De votre côté, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On va maintenant s'intéresser à cette entrée particulièrement glauque qui constitue, au même titre que les marais de Dagoba par exemple, une véritable histoire d'horreur médicale comme Reddit en a le secret. Tout commence le 14 avril 2014 lorsque l'utilisateur mmounir-m poste un message sur Ask Reddit qui demande « Quel est votre pire moment où vous vous êtes dit « je suis foutu » ?» Dans les commentaires, une infirmière évoque comment, après 2 ans d'études et au bout de sa première journée à l'hôpital, elle s'est rendue compte qu'elle détestait le métier d'infirmière. Fakial, utilisateur dont je préfère prononcer le pseudo à la française, pose cette question. Pourquoi personne n'a jamais pensé à faire visiter les urgences aux étudiants de première année pendant 1 semaine ou 2 ? Une autre redditrice du nom de Fatmama123 répond « À vrai dire, c'est pour cette raison que j'ai abandonné l'école d'infirmière. Mon professeur, lors du premier cours, nous a fait faire 5 heures des pires tâches qui existent à l'hôpital pour obtenir une partie des crédits de son cours. Ça m'a calmé. J'ai même pas tenu 1 heure. Le lendemain, j'ai abandonné ce cours et le semestre suivant, j'ai changé de filière. Je lui en suis très reconnaissante. Forcément, il y a quelqu'un pour lui demander ce qu'elle a vu au cours de cette heure passée à l'hôpital. Et bon, vous n'êtes pas prêts. Sauf que si, un peu, puisque ce n'est pas la première histoire crade qu'on voit ensemble dans cet iceberg. Mais celle-là, je vous assure qu'il y a du level dans l'horreur. Bref, voici sa réponse. Attention, ne lisez pas ceci si vous êtes en train de manger, si vous avez des problèmes cardiaques, que vous êtes facilement écœuré ou si vous ne supportez pas les choses répugnantes. Une patiente souffrant d'obésité morbide sévère a été admise car elle se plaignait de fortes douleurs abdominales et vaginales, ainsi que d'une fièvre élevée. Le docteur a commencé à palper son abdomen et a ressenti une masse dans le quadrant inférieur droit. La femme était trop massive pour entrer dans les salles d'échographie, donc ils ont dû tout faire sur place, directement aux urgences. La technicienne a essayé de réaliser une échographie classique, mais la machine ne pouvait pas pénétrer les 320 kg, littéralement, de graisse.
Elle a donc décidé de faire une échographie transvaginale. Le docteur et une trentaine d'infirmières ont soulevé ce tas de lard pour le mettre sur une table, et ont tant bien que mal réussi à l'installer dans des étriers. Rien que cette scène était déjà assez répugnante. J'ai mentionné qu'elle ressemblait à une baleine échouée. Sympa, la réalisatrice qui balance un petit scud. Après, comme le remarque Wang dans sa vidéo sur ce post, Fatmama123, si on se fie à son nom, est peut-être elle-même en surpoids. Donc ce serait comme il dit du Friendly Fire, ou un tirami. Mais bref, continuons. La technicienne a commencé à écarter les plis de ses cuisses et de son tablier abdominal pour se frayer un chemin. De chaque côté, une étudiante infirmière tenait les plis des cuisses et une autre tenait le gras du ventre. J'étais la pauvre malchanceuse chargée de lui passer les instruments. Le docteur, bien sûr, avait quant à lui quitté la pièce. Il nous avait dit de l'appeler quand on aurait compris ce qui se passait. Donc on tire sur les plis de graisse de cette femme et on parvient enfin à exposer son vagin. Oh mon Dieu, l'odeur! C'est le truc le plus ignoble auquel j'ai jamais été exposé avant ou depuis. J'ai travaillé chez un fleuriste en grandissant, je suis allé dans des pompes funèbres, j'ai vu des corps dans tous les états de décomposition. J'ai chassé, j'ai pêché, mes grands-parents élevaient des vaches, des poulets et des porcs. Je me suis déjà frotté le visage avec de l'urine de cerf. Eh bien je me roulerais plutôt dans la bouse de vache plutôt que de revivre ça. L'intérieur de ses cuisses et l'ouverture de son vagin suintaient un liquide épais, brunâtre, noirâtre. Mes camarades de classe de chaque côté d'elle ont immédiatement commencé à avoir des haut-le-cœur dans leur masque. La technicienne s'est mise à hurler de courir chercher l'huile de menthe poivrée. J'ai bondi à travers la salle pour attraper la bouteille. Je suis revenu en courant et j'ai aspergé nos masques d'huile. Une fois qu'on a pu respirer à nouveau, la technicienne m'a dit de courir chercher le médecin, car c'était une urgence. Ok, je n'avais toujours aucune idée de ce qui se passait. Je n'arrive pas à voir au-delà des montagnes de graisse et de la technicienne, mais je fais ce qu'on me demande. Quand je reviens enfin avec le médecin, mes camarades de classe étaient toutes nichées dans un coin avec la technicienne, qui avait l'air d'avoir pris 20 ans en 10 minutes, le temps que je revienne avec le docteur. Le docteur s'est approché et il a demandé à la technicienne ce qui se passait. Pendant ce temps, cette masse de graisse continue de hurler en disant qu'elle veut descendre, qu'elle a faim et demande quand est-ce qu'on la laissera rentrer chez elle. D'une manière ou d'une autre, quelque part, cette femme avait trouvé un homme assez désespéré pour coucher avec elle. La masse dans son abdomen, c'était les restes d'un placenta. Son corps avait commencé à rejeter la grossesse, mais à cause du surpoids, elle n'a jamais su qu'elle était enceinte et elle ne s'est jamais rendu compte qu'elle faisait une fausse couche. Le bébé avait commencé à pourrir dans sa cavité vaginale et le placenta flottait, détaché dans son utérus. Ils ont dû l'emmener en chirurgie d'urgence, retirer les restes du bébé et du placenta de son corps, puis la mettre sous antibiotiques par intraveineuse. Je sais qu'elle a passé au moins une semaine à l'hôpital. Au-delà de ça, je ne veux rien savoir et je prie pour ne jamais l'apprendre. Voilà, c'est l'histoire d'horreur qui explique pourquoi j'ai abandonné l'école d'infirmière en une journée. En résumé, une femme extrêmement obèse a un bébé qui meurt dans son vagin. L'odeur donne envie à tout le monde dans la salle de mourir et me fait réévaluer toute ma vie. Voilà, je pense que cette histoire se passe de commentaires, si ce n'est qu'en effet, vu la manière peu amène dont Fatmama123 parle de cette patiente, elle a probablement bien fait de se diriger vers une autre carrière que celle des soins infirmiers. Ah oui non, il y a aussi ce commentaire qu'il faut que je vous lise car il est en or. Bon, elle est où la longue liste des histoires d'horreur les plus dégoûtantes de Reddit? Car malheureusement, on en a une nouvelle à ajouter. On passe maintenant à l'entrée intitulée 9M9H9E9 ARG qui fait référence à un subreddit du même nom. En ouvrant la page, on peut voir que le nom complet du subreddit est 9M9H9E9 The Interface Series. Et votre premier réflexe en arrivant ici sera peut-être de cliquer sur ce post épinglé. Bonjour et bienvenue. Vous vous sentez perdu? Commencez par ici. Ce post nous explique que ce sub est dédié à l'histoire racontée par l'utilisateur 9Mother 9Horse 9Eyes 9. Le 21 avril 2016, cet utilisateur a commencé à poster des commentaires dans des fils de discussion répartis un peu partout sur Reddit, parlant de soi-disant interface de chair. Quand on les lit dans l'ordre, ils forment une histoire cohérente et surréaliste. Au fil du temps, les commentaires ont commencé à gagner en longueur, abordant de nombreux fils narratifs différents, allant d'un camp de concentration de la Seconde Guerre mondiale à une Atlanta du futur, chaque histoire traversant l'espace et le temps.
L'œuvre contient de nombreux éléments faisant référence aux œuvres de Lovecraft et de Cronenberg, avec une touche générale de science-fiction. Lovecraft et Cronenberg, deux artistes avec des univers très marquants et singuliers et que personnellement j'aime beaucoup. D'un côté, on a l'horreur cosmique de Lovecraft avec ses thématiques fantastiques. De l'autre, on a la filmographie de Cronenberg qui fait la part belle au body horror. D'ailleurs, aparté en passant, mais si vous appréciez ce genre et l'horreur en général, il faut absolument que vous voyiez The Substance. Ce film est complètement dingue, aussi bien sur le plan visuel que narratif, et j'ai passé mon meilleur moment de cinéma de l'année en le voyant. Ça raconte comment une star de la télé vieillissante utilise une substance pour créer une version plus jeune d'elle-même. Sauf que toutes les deux partagent la même conscience et doivent se répartir leur temps de veille. Bref, je vous en dis pas plus, allez voir ce film, vous me remercierez après. Revenons-en à l'univers de 9M, 9H, 9E9. L'histoire connecte plusieurs intrigues. La première a trait à la création de portails interdimensionnels sous forme de tunnels tapissés de chair humaine appelés interfaces de chair, des structures qui ont été créées en exposant des personnes à de fortes doses de LSD. Les premières ont vu le jour à Treblinka en 1944 et les recherches à leur sujet se sont arrêtées aux alentours de 2020. La deuxième intrigue principale se déroule en 2039, alors qu'une large partie de l'humanité passe sa vie connectée en permanence à des flux de réalité virtuelle sur Internet. Une entité nommée Q prend le contrôle du réseau pour assujettir les esprits humains. D'autres intrigues secondaires viennent enrichir le récit, notamment celle d'un enfant élevé par une entité surnaturelle nommée Mother, ou encore celle qui raconte les déboires d'un écrivain alcoolique. Mais le plus singulier dans ce récit en ligne, c'est qu'il se fait sous forme de commentaires sur des sujets complètement random. Dans le post introductif, on trouve un lien qui renvoie vers tous les messages tels qu'ils ont été publiés dans leur ordre chronologique. En suivant chacun d'entre eux, on arrive au texte lui-même, ainsi qu'à un lien vers le thread où il a été posté. C'est là qu'on se rend compte qu'en effet, les messages ont été publiés sur les subreddits les plus diverses et variées. r/how, r/news, r/drunk, r/funny ou encore r/off my chest. Et imaginez un peu le truc, vous êtes en train de lire un post sur r/Today Island qui dit qu'il n'y a aucune preuve historique qu'un pirate ait jamais possédé un perroquet comme animal de compagnie. Et là, dans les commentaires, vous tombez sur ça. C'est intéressant. Quand je travaillais pour la CIA, on a découvert que les animaux survivaient souvent mieux au voyage à travers les interfaces de chair que les humains. On a régulièrement réussi à envoyer des chats et des chiens. Quelqu'un a eu l'idée un jour d'envoyer des ménates. C'était la meilleure alternative à l'envoi d'un magnétophone, les interfaces de chair n'acceptant pas les objets non vivants. On avait essayé de greffer un magnétophone à une tortue, mais cela s'est avéré infructueux. On a envoyé les oiseaux et ils sont revenus couverts des fluides typiques. Ceux d'entre nous qui adhéraient à la thèse extraterrestre espéraient qu'ils répéteraient des paroles aliens. Au lieu de cela, ils sont revenus en imitant une étrange musique parlée aux accents de flûte. La musique était assez intéressante, même si le fait que tous les oiseaux la chantent en même temps créait un effet désagréable. Quelqu'un dans le département a fini par tuer tous les oiseaux, bien que nous n'ayons jamais découvert qui. Voilà, avec ce genre de commentaires, il y a de quoi piquer la curiosité du redditeur lambda. Les réactions à ces textes sont d'ailleurs parfois amusantes. Certains se demandent ce qu'ils viennent de lire, d'autres plongent dans le rabbit hole. On en voit un exemple ici dans un thread publié sur r/how, un subreddit dédié aux animaux mignons. Le post originel partageait cette photo de chat. Et sous le commentaire laissé par l'auteur, on trouve cette réaction d'un autre utilisateur. J'étais tranquille en train de regarder un repost d'une photo de chat, et soudain me voilà 12 heures plus tard, et je me sens bizarre d'avoir lu l'histoire dans son intégralité. Bref, aujourd'hui cette histoire est finie, et il faut noter que l'identité de son auteur n'est toujours pas connue avec certitude, ce qui rajoute une petite part de mystère à cet ARG. Une chose paraît sûre néanmoins, si vous êtes amateur de récits labyrinthiques et dérangeants, à la croisée de l'horreur et de la science-fiction, cette expérience de narration en ligne originale aura sans doute de quoi vous plaire. On va maintenant se pencher sur l'entrée intitulée Scott Clishulty, qui est située au 3e niveau de l'iceberg. Scott Clishulty est le nom d'un enfant de 9 ans qui a disparu le 8 juin 1988 à St. Charles dans l'état du Missouri aux États-Unis. C'était le dernier jour de l'année scolaire et Scott venait de finir le CP. Il a été aperçu pour la dernière fois entre 16h30 et 17h marchant le long d'une rue de sa ville. Il avait quitté le domicile familial un peu plus tôt en disant à sa sœur de 17 ans, Stacy, qu'il allait rejoindre un ami pour jouer dehors avec lui. Un des terrains de jeu favoris des enfants du coin était connu sous le nom de Trails, ou Sentier en français.
On y trouvait un ensemble de collines avec des chemins pour le vélo et la randonnée ainsi qu'un ruisseau. Plus intéressant encore, l'une des collines était traversée par un réseau de grottes et de tunnels que les gamins du quartier avaient commencé à creuser dans les années 1960 et que les générations suivantes avaient continué à étendre. Certaines grottes s'enfonçaient jusqu'à une dizaine de mètres de profondeur dans le sol. Ce jour-là, peu de temps après que Scott ait quitté son domicile, un orage a éclaté. Un orage bref mais violent au point qu'il a provoqué des inondations et des crues éclairs. Vers 17h15, lorsque les parents de Scott reviennent chez eux, ils découvrent son absence. Ils supposent que leur fils ne va pas tarder à revenir car l'enfant a peur de l'eau et des orages. Ils envoient Richie, l'un de ses frères, faire le tour du quartier à sa recherche. Mais à 20h, Scott n'est toujours pas revenu et il demeure introuvable. Les parents contactent alors la police qui lancera des recherches intensives dès le lendemain. Des chiens limiers, des hélicoptères et des dizaines de policiers se mettent sur sa piste, 30 d'entre eux se concentrant uniquement sur la zone des sentiers. De nombreuses grottes et tunnels y sont fouillés et les cours d'eau des environs sont dragués. Cependant, malgré tous les efforts déployés, on ne retrouve aucune trace du garçon. Pour les autorités, il est possible que Scott ait été emporté par une de ces crues éclairs, tandis que ses parents sont persuadés qu'il a été victime d'un enlèvement. Au fil des mois, puis des années, plusieurs pistes sont étudiées sans donner de résultats. La dernière remonte à 2007 lorsque les enquêteurs ont étudié la possibilité que Scott ait été enlevé par un criminel en série du nom de Michael G. Devlin. Mais le groupe de travail mis en place pour mener les investigations a été brusquement abandonné au bout de quelques mois. Ainsi, aujourd'hui, la disparition de Scott Clischulte est devenue un cold case. Une affaire toujours ouverte mais irrésolue, sur laquelle plus personne ne travaille activement. Maintenant, quel est le rapport entre cette histoire et l'iceberg des posts Reddit les plus perturbants? On y vient. Le 22 janvier 2016, l'utilisateur Purple Gherkins crée un post sur Ask Reddit qui demande « Ceux qui ont tué quelqu'un par accident, qu'est-ce qui s'est passé ?» Un utilisateur dont le compte a depuis été supprimé répond ceci. « Ça me hante aujourd'hui encore. Quand on était gamin, on avait une cachette dans une falaise, une sorte de crique de terre. Voici ce que j'ai trouvé qui s'en approche le plus sur Google. Mais c'était au moins 3 fois plus haut et 10 fois plus large. Il y avait un gamin du coin qui, avec le recul, souffrait probablement d'un handicap mental, mais qu'on trouvait juste bizarre et flippant. 3 d'entre nous se dirigeaient vers notre base quand on a trouvé le gamin creepy assis en haut sur notre chaise de garde. On lui a crié « Déguerpir », il nous a répondu quelque chose du style « Faites-moi descendre pour voir un peu ». Et il a commencé à nous lancer des mottes de terre et des bâtons. On a tous couru sur le côté pour monter. Ça devient assez flou ici, mais tout ce dont je me souviens, c'est qu'il est tombé. Je me rappelle encore du bruit que ça a fait. Quand on est redescendu pour voir comment il allait, il était dans une position très étrange, avec du sang qui coulait de sa bouche. Nous avons juste flippé et couru jusque chez nous. Et pour autant que je sache, personne n'a parlé de ça à quiconque. Nous n'y sommes pas retournés pendant plus d'1 mois, et nous n'en avons jamais reparlé entre nous. Encore une fois, c'était les années 80, donc les médias n'étaient pas aussi omniprésents qu'aujourd'hui. Il y a des chances pour que cela ait donné lieu à un petit article dans les nouvelles locales du journal, type « Un enfant handicapé retrouvé mort après une chute » ou quelque chose comme ça. Cette confession choque évidemment beaucoup de redditeurs, et les réactions vont de la compassion jusqu'aux accusations de meurtre. En effet, le passage où l'OP mentionne que sa mémoire est floue et qu'il se souvient juste que le gamin est tombé est assez suspect. Cela pourrait laisser penser que l'OP ou un de ses copains l'a poussé, provoquant ainsi sa mort. Le lendemain, l'OP revient et donne des informations supplémentaires en réponse aux très nombreux commentaires sous son message. À propos de l'enfant qui a chuté, il dit « J'ai essayé de retrouver la moindre trace de lui, mais sans succès. Je me souviens seulement des prénoms des enfants du quartier de cette époque, pas de leur nom de famille. Depuis, j'ai déménagé à plusieurs centaines de kilomètres et je n'ai gardé aucun contact là-bas. Je ne me rappelle même pas du prénom du gamin étrange. J'ai passé des heures sur Facebook à essayer de retrouver mes anciens copains, mais je n'en ai encore retrouvé aucun. » Ailleurs, il dit « Non, je ne sais pas si le gamin est mort ce jour-là ou non. Tout ce dont je me souviens, c'est que ma mère avait mentionné sa disparition et que nous ne l'avons plus revu après ça. Lorsque nous sommes finalement retournés à notre base plus d'1 mois plus tard, il n'y avait rien d'anormal. Aucun ruban de police ni rien de tel. Et lorsqu'on lui demande si un corps a été retrouvé, il précise « Aucune idée. On était des gamins, on avait 10-12 ans environ, donc on ne regardait pas vraiment les infos ou les journaux. Même si nos parents étaient au courant, je ne pense pas qu'ils nous en auraient parlé à notre âge. Et même s'il était connu dans le quartier, le gamin allait dans une école différente, donc on n'en a jamais entendu parler là-bas non plus.
J'ai bien demandé une fois à mes parents s'ils se souvenaient de lui il y a peut-être 10 ans, et ils m'ont répondu quelque chose du genre « Ouais, il avait pas disparu ?» Et c'est à peu près le plus loin que j'ai voulu creuser la question. Dans le flot de réactions que suscite ce message, il y a un redditeur qui décide d'enquêter sur l'OP en épluchant l'historique de ses posts et de ses commentaires. Ce redditeur, c'est AD33DVF9. Et grâce aux informations qu'il rassemble sur l'OP, il parvient à déterminer son âge et son lieu de résidence, notamment grâce à un programme télévisé diffusé uniquement à Saint-Louis entre 1985 et 1991. AD33DVF9 va ensuite passer en revue les affaires de disparition survenues dans la région à cette époque, et c'est ainsi qu'il tombe sur le cold case qui nous intéresse. Il revient vers l'OP et lui demande « Est-ce qu'il s'agissait de Scott Clischulte ? Il a disparu en 1988 à St. Charles, Missouri, à côté de là où tu as grandi et où tu habites actuellement, n'est-ce pas? Ça te ferait environ 10-11 ans au moment de sa disparition, alors qu'il en avait 9. Il donne quelques détails sur les circonstances de la disparition de l'enfant et conclut. Je ne sais pas si c'est ce gamin, si c'était lui, et si l'histoire s'est déroulée comme tu l'as décrite, il est probable que son corps aurait été retrouvé. Cela dit, le cadavre d'un enfant de 9 ans au fond d'une formation géologique peut facilement être emporté par une tempête. Que ce soit lui ou non, tu devrais parler à la police. Et là, il faut reconnaître que le nombre d'éléments qui collent est quand même assez flippant. Scott Clischulte n'est décrit nulle part comme ayant un handicap mental, mais il avait 9 ans à la fin du CP, ce qui signifie qu'il avait 2 à 3 ans de retard par rapport aux autres enfants. Ensuite, il y a les lieux, des collines où jouent les enfants avec des bases et des cachettes. Avec ces différentes données, un scénario plausible semble se dessiner. Si Scott est tombé, la tempête qui a suivi a pu emporter son corps ou le recouvrir sous un glissement de terrain. Enfin, un dernier élément choque Reddit et tous ceux qui suivent le thread. Quasi immédiatement après la question de AD33DVF9, l'OP supprime son compte et tout l'historique de ses messages. Clairement, c'était le move le plus suspect qu'il pouvait faire, même si on comprend qu'après s'être fait doxer, il ait pu connaître un moment de panique. D'ailleurs, les messages d'AD33, on va l'appeler ainsi pour faire plus court, seront eux-mêmes modifiés par les modérateurs du sub, pour enlever les informations permettant d'identifier l'OP. C'est pour ça que vous pouvez voir ici par exemple « Retiré car permettant potentiellement l'identification de l'OP ». Bref, la question d'AD33 reste donc sans réponse. Et perso, si j'étais vraiment sceptique lorsque j'ai commencé mes recherches, je dois avouer que ce fil de discussion est effectivement très perturbant. De son côté, AD33 a indiqué qu'il avait contacté la police de St. Charles avec les informations permettant d'identifier l'OP et évidemment un lien vers son message sur Reddit. Néanmoins, les autorités n'ont pas dû juger ces informations pertinentes, puisqu'aucune investigation supplémentaire n'a été entreprise depuis. Pour d'autres, tout ceci n'est qu'un trollage dans les règles de l'art. L'OP et AD33 ne seraient qu'une seule et même personne, derrière 2 comptes distincts. C'est bien sûr une éventualité qu'on ne peut écarter. Cela dit, tout n'est pas par définition faux sur Reddit. Des drames comme celui de Jason in Hell ou Eokimum sont là pour nous le rappeler. Bref, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, la disparition de Scott Clischulte reste un mystère. On ne peut qu'espérer qu'un jour il trouve une résolution. Il y a peut-être bien une piste à creuser sur Reddit, mais je me demande si les autorités prennent vraiment au sérieux des signalements de ce type. Peut-être qu'eux aussi se disent que tout ça, c'est juste du mytho, quitte à passer à côté d'une piste qui vaudrait pourtant le coup d'être suivie. u/Daryl Pratt. On va maintenant se pencher sur une histoire de harcèlement particulièrement troublante. Elle concerne une youtubeuse australienne du nom d'Alana Pierce et un redditeur connu sous le pseudo de Daryl Pratt. Pour cette partie, j'ai notamment dû utiliser la vidéo de Nexpo sur le sujet, car beaucoup des sources originales sont devenues inaccessibles, que ce soit le compte de Daryl Pratt lui-même, tout comme les vidéos où Alana expliquait la situation avec son harceleur. Mais tout d'abord, qui est Alana Pierce ? Il s'agit d'une ancienne journaliste du site IGN, un média spécialisé dans le jeu vidéo. En 2016, elle lance sa chaîne YouTube où elle poste des critiques de jeux vidéo et des vlogs sur sa vie perso. Elle a depuis participé à l'écriture de jeux vidéo, notamment God of War Ragnarok, et anime plusieurs podcasts. Même si vous ne connaissez pas son travail, vous avez peut-être déjà entendu parler d'elle. En effet, elle a fait le buzz en 2014 en contactant les mères de jeunes qui la harcelaient et la menaçaient en ligne. Vous avez peut-être vu passer ses tweets à l'époque avec les réponses outrées des mères devant les propos de leur fils. Bref, malheureusement, au fil des ans, Alana a souvent été la cible de harcèlement. Et l'histoire qu'on va voir maintenant se range dans la catégorie des interactions en ligne dont elle se serait bien passée. Tout commence en 2015, quand elle annonce sa relation avec un influenceur du nom de Blaine Gibson.
Sous la vidéo où elle partage la nouvelle, on trouve ce commentaire qui a été remonté sur le subreddit r/niceguys. Quelle surprise, elle a un copain! Mais sérieusement, c'est quoi le problème des femmes avec leur besoin d'être constamment en couple? Genre, elles peuvent pas rester célibataires un mois? Bon sang, j'ai regardé toutes tes vidéos depuis le début, j'espérais qu'on puisse se rencontrer un jour et vivre quelque chose de génial ensemble. Mais non, il fallait que tu te cases avec le premier crétin venu. Je parie qu'il ne te dit même pas à quel point tu es belle et sexy tous les jours. Je parie qu'il ne s'intéressait même pas à toi jusqu'à ce que tu t'ouvres à lui. J'en ai tellement marre que chaque femme qui me plaît soit en couple, c'est fini, je suis vraiment à bout. Ce à quoi Alana répond « J'étais célibataire depuis 2 ans avant de sortir avec Blaine ». Dans une vidéo qu'elle a depuis rendue inaccessible, elle explique que ce genre de commentaire est malheureusement assez fréquent et partage son expérience avec ce fameux Daryl Pratt. 2 ans auparavant, dit-elle, un gars s'est mis à commenter très régulièrement ses publications. Il utilisait le pseudo Bruce Wayne avec une photo de profil montrant un pingouin. Le gars a d'ailleurs une chaîne YouTube où on peut voir qu'il a uploadé plusieurs vidéos, notamment des compilations de photos d'influenceuses, ce qui en tant que tel est assez creepy. Je vous laisse un extrait. Au bout d'un moment, Alana finit par remarquer ce type qui commente de manière très intrusive et dérangeante, notamment lorsqu'il réagit à un tatouage qu'elle vient de faire, un peu comme s'il était en droit de décider ce qu'elle peut faire de son corps ou non. Lorsque Alana lui demande d'arrêter avec ce genre de remarques, il continue et c'est ce qui l'amène à le bloquer sur sa chaîne. Il se met alors à lui écrire sur Facebook où elle le bloque là aussi. Du coup, le gars crée un nouveau compte pour lui demander de débloquer l'ancien. C'est clairement un cercle vicieux. Un ami d'Alana lui écrit alors en parallèle pour lui dire d'arrêter de la contacter, peu importe le moyen. Mais la démarche ne porte visiblement pas ses fruits. Il continue à lui écrire et son second compte Facebook finit par être banni lui aussi. C'est à ce moment-là que Daryl Pratt débarque sur Reddit. Le 2 mai 2016, il pose cette question sur r/legaladvice. Est-ce que je peux avoir des ennuis si j'envoie des lettres d'amour à une fille? Le texte du post a été supprimé, mais vu les réponses des redditeurs, on devine son contenu. Quelqu'un lui dit que ce n'est peut-être pas illégal en soi, mais que si la fille l'a bloqué sur les réseaux sociaux, ça montre clairement qu'elle ne veut pas avoir de contact avec lui. Et là, Daryl Pratt poste cette réponse lunaire. Merci du conseil, mais je crois que je vais continuer à lui envoyer des lettres. Si elle me dit d'arrêter, j'arrêterai bien sûr. Le gars dans le film The Notebook envoie 365 lettres à la fille qui lui plaît. J'ai le sentiment que si j'envoie des lettres pendant assez longtemps, elle finira par comprendre à quel point je tiens à elle, et peut-être qu'alors, elle acceptera d'être mon amie. Le 4 mai, il poste à nouveau, mais cette fois sur le sub r/relationships. J'ai 18 ans, et j'ai besoin d'aide pour qu'une fille de 26 ans sur internet m'aime. Aidez-moi, je vous en prie, je suis désespéré. Encore une fois, les redditeurs lui conseillent surtout d'arrêter de stalker cette personne qui n'est visiblement pas amoureuse de lui. Comme le dit ce commentaire, t'as surtout besoin de voir un psy. Tu la harcèles littéralement et tu te demandes encore pourquoi elle t'a bloqué. 2 jours plus tard, Daryl Pratt revient sur Legal Advice. Si je me fais bloquer sur Facebook et que je crée un nouveau compte pour me faire passer pour quelqu'un d'autre, est-ce que je peux avoir des ennuis sur le plan légal? Et là, son message est toujours accessible sur les sites d'archives comme Wayback Machine. Il écrit « Ça fait plus d'1 an que je suis cette fille sur YouTube, Facebook et Instagram. C'est une petite célébrité. Pendant tout ce temps, j'ai aimé et commenté tout ce qu'elle a publié en ne disant que des choses gentilles. Elle me répondait souvent. Puis, sans raison, elle m'a banni de tous ses réseaux. Je ne l'ai jamais rencontrée et je ne la rencontrerai probablement jamais. Mais ses publications et ses réponses étaient les meilleurs moments de ma journée. J'ai créé un autre compte pour la supplier de me débloquer, mais elle l'a aussi banni sans répondre. Elle est littéralement la meilleure chose dans ma vie. Alors je pensais juste créer un autre compte avec un faux nom pour la suivre. Mais comme je la complimente à chaque post, je pense qu'elle se doutera que c'est moi. Si je ne dis que des choses gentilles et que je la complimente, ça ne peut pas être considéré comme du harcèlement ou du stalking, n'est-ce pas? Je vis dans le Kentucky et elle en Californie, donc ce n'est pas comme si j'allais la rencontrer un jour. On a cette réponse de la part d'un redditeur. Ok OP, lis bien mon message en entier s'il te plaît. Même si tu es peut-être très entiché de cette personne, ton comportement, c'est la définition même du stalking. C'est clair qu'elle ne partage pas tes sentiments. Ta volonté de continuer à la suivre et à interagir avec elle ne va pas bien se finir pour toi. Tu n'as pas besoin de suivre physiquement une personne pour être inculpé. La situation est sérieuse et tu dois la prendre comme telle. Personne ici ne t'aidera à harceler cette femme.
Ton instinct te dit sûrement « je ne la stalke pas », mais si, tu la harcèles. C'est un problème psychologique et tu devrais voir un spécialiste pour te faire soigner. S'il te plaît, pour ton propre bien, trouve de l'aide près de chez toi et fais-toi accompagner avant de te mettre dans une situation irrémédiable. Un post entier est consacré à Daryl Pratt sur Worst Of, un subreddit qui compile le pire de ce qu'on voit sur Reddit. Et Daryl Pratt intervient là aussi, en renversant complètement la responsabilité de son stalking. Il écrit « Ce qui est grave, c'est quand une fille te fait tomber amoureux d'elle, et qu'après elle te détruit complètement en te traitant de pervers et de désaxé, et en te bannissant sans raison, et qu'ensuite elle t'humilie en ligne. C'est ça qui est mal, pas ce que j'ai fait. » Un redditeur lui répond « Elle ne t'a pas fait tomber amoureux d'elle, tu es un pervers, elle t'a banni pour des raisons évidentes et tu t'es humilié en ligne tout seul. Tu as tort, ton obsession est terrifiante et tu as besoin d'aide. » Un autre ajoute « S'il te plaît, trouve de l'aide, tu es obsédé par ces filles, comme sur ta chaîne YouTube, et c'est vraiment très flippant. » Évidemment, tout cela ne suffit pas à lui faire entendre raison. Daryl Pratt continue de s'opposer dans les commentaires à ceux qui lui disent de lâcher l'affaire et d'arrêter son harcèlement. Cela dit, dans un commentaire que cite un autre redditeur, il finit par dire « Tu m'as convaincu de ne pas créer un compte avec un autre nom. Si elle découvrait que je l'avais fait, elle se méfierait probablement de tout nouveau vrai fan. Et je détesterais lui faire ça. Je crois que je vais attendre quelques semaines pour qu'elle se calme, puis je créerai un autre compte avec mon nom et je lui demanderai pardon et une autre chance. Si ça ne marche pas, alors il n'y a vraiment plus de raison pour moi de vivre. Je n'ai pas d'amis dans la vraie vie et quand j'essaye de m'en faire sur internet, on me bannit. Je suis désespéré, je devrais juste laisser tomber la vie. » Le réditeur qui le cite ajoute « C'est tellement triste, ce gars a vraiment besoin d'aide psychologique. Il est clairement dans un très mauvais état d'esprit et je crois qu'il pourrait vraiment passer à l'acte. » Pas mal de gens partagent cet avis, surtout que le dernier échange de Daryl Pratt sur Reddit est sinistre. Je vous laisse en juger. Un redditeur lui dit « Mais si tu l'aimais vraiment, tu mettrais son bonheur au-dessus du tien. Et visiblement, elle est plus heureuse sans toi. Je serais probablement mort ce soir, ça devrait la rendre super heureuse. » Oh, ne dis pas ça mec, l'amour c'est tellement plus que ça. Laisse-toi une chance de le vivre avec quelqu'un que tu connais vraiment, dans la vraie vie. Il y a toujours de l'espoir. Monde pourri. C'est sur ces derniers mots que l'utilisateur Daryl Pratt disparaît. Après cela, il n'a plus jamais posté sur Reddit. Et suite à la sortie de scène de son harceleur, c'est Alana Pierce qui se retrouve sous le feu des critiques. Certains lui reprochent d'avoir poussé à bout un jeune homme fragile et malade mentalement. Dans la vidéo citée par Nexpo, elle réplique en demandant aux gens ce qu'ils auraient fait à sa place. Pour sa part, elle reste convaincue que Daryl Pratt est sain et sauf et qu'il a simplement créé un nouveau compte pour continuer à commenter ses publications. Cela dit, l'histoire ne s'arrête pas là. Quelques semaines après la disparition de Daryl Pratt, un compte au nom de Daryl Pratter V2 est créé. Aujourd'hui supprimé, il comptait un unique post sur r/legaladvice, posté le 3 juillet 2016. Voici ce qu'il demandait. « Est-ce que je peux avoir des ennuis si je fais un hug à une cosplayeuse qui ne veut pas qu'on lui en fasse ?» Alors, un hug étant un câlin à l'américaine, c'est le fait de se prendre dans les bras. Vu le pseudo similaire à celui de Daryl Pratt, les redditeurs pensent à un troll. L'utilisateur répond qu'il a créé ce nouveau compte à cause des menaces de mort qu'il recevait sur l'ancien. Alors ça aurait pu s'arrêter là, mais c'était sans compter sur Nexpo, qui a testé différentes versions du pseudo. Après Daryl Pratter V2, il teste Daryl Pratter V3, puis Daryl Pratter V4. Et c'est ainsi qu'il découvre un compte qui existe bel et bien, avec plusieurs posts à son actif. Le premier, posté sur r/mentalhealth, date du 22 juillet 2016. « Je veux voir un psy, mais j'ai peur d'être interné de force. » Ces autres messages glaçants demandent en boucle quel calibre utiliser pour se tirer une bastos. Il prétend que c'est une question hypothétique, au cas où il serait poursuivi par une horde de zombies, et qu'il devrait trouver un moyen d'en finir moins horrible que d'être dévoré vivant. Mais évidemment, les redditeurs ne sont pas dupes et se doutent bien de la véritable raison derrière ces questions. Bref, Nexpo va encore plus loin dans ses recherches et utilise legacy.com, un site qui recense les avis de décès. Il y entre le nom de Daryl Pratt et l'état où il se trouvait, le Kentucky. Aucun résultat. Il essaye alors avec Daryl Pratter et trouve une entrée pour Darrell Pratter, 54 ans, né en 1962, qui vivait à Prestonsburg dans le Kentucky. Son décès a eu lieu le 6 août, soit le même jour où Daryl Pratter V4 a posté son message à propos des zombies. À un détail près, le message est posté le 6 août 2016. Et le décès de Darrell Pratter a eu lieu le 6 août 2017, exactement un an plus tard, jour pour jour.
C'est super étrange, mais c'est peut-être juste une coïncidence. D'autant plus qu'il y a un dernier élément à prendre en compte. La chaîne YouTube Bruce Wayne a un nom d'utilisateur unique, @enterend, et un internaute a trouvé une page MySpace utilisant ce même nom, qui pourrait donc bien être celle du Redditor en question. De plus, un utilisateur qui partage la même photo de profil est présent sur Twitter sous le pseudo Daryl Prater V3. Enfin, d'autres profils avec le même pseudo sont actifs sur des forums consacrés à Call of Duty, avec des posts datant de 2016 et 2017, soit bien après les messages alarmants de Daryl Prater V2 sur Reddit. D'autres éléments laissent aussi penser que Daryl Pratt va bien. Il a peut-être reçu l'aide dont il avait besoin et semble, quoi qu'il en soit, être passé à autre chose. Nickelodeon Hamster Wheel, ou la roue à hamster de Nickelodeon en VF. Il s'agit là aussi d'un Lost Media, qui viendrait, comme pour celui qu'on a vu précédemment, de la chaîne Nickelodeon. Le 18 décembre 2017, un nouveau message est publié par Shisu Chariot sur le subreddit Tip of My Tongue. Il s'intitule « Des humains nus qui avancent dans des roues de hamster. Possible interférence de diffusion, début des années 2000. » Voici ce qu'elle explique. Quand j'avais environ 16 ans, je revenais chez moi un soir après avoir traîné avec des amis. J'étais une grande fan de cartoon, ce que je suis toujours. J'ai pris un truc à grignoter et je me suis installé dans mon lit pour regarder Nickelodeon. Je sais que c'était cette chaîne car c'était la dernière que j'avais regardée ce jour-là et je ne partageais la télé de ma chambre avec personne d'autre. Alors j'allume la télé et je vois cette scène étrange en noir et blanc. Des centaines d'humains qui marchent en file sur des collines se dirigeant vers d'énormes roues de hamster qu'on aperçoit au premier plan. Ils avancent vers ces roues tandis que quelques personnes sont déjà à l'intérieur, marchant sans fin et de manière mécanique, comme des zombies dans un état robotique. Les gens qui se dirigent vers les roues sont également dans cet état, comme s'il n'y avait pas de vie dans leurs yeux. Et en arrière-plan, on entend un bruit de vent qui siffle. Ça a l'air d'être des images réelles et non de l'animation. Alors que je regarde cette scène sombre avec stupéfaction, je me demande pourquoi Nickelodeon diffuserait quelque chose d'aussi réaliste et sans action. Car la scène se répète indéfiniment en montrant de plus en plus de gens marcher vers des roues de hamster. Je me dis que c'est peut-être juste un court-métrage bizarre et que c'est plutôt cool d'une manière assez glauque. Mais les minutes passent et ça devient lassant de regarder toujours la même scène sans qu'il se passe quoi que ce soit d'autre. Alors je change rapidement de chaîne pour regarder autre chose quand, en une fraction de seconde, je réalise « Attends, mais c'était quoi ça ?» Et je rezappe immédiatement pour tomber en plein milieu d'un épisode de Bob l'éponge. On pouvait voir que l'épisode de Bob l'éponge avait commencé depuis un petit bout de temps. Ce n'était pas comme si le court-métrage bizarre venait de finir et qu'on était au début de l'épisode. Paniqué, j'ai commencé à zapper sur les chaînes avoisinantes en pensant que ce n'était peut-être pas sur Nickelodeon. Mais aucune autre chaîne ne diffusait la vidéo des roues de hamster. J'ai essayé de rechercher ce qu'était ce court-métrage pendant des années et je n'ai jamais trouvé quoi que ce soit de similaire. Je ne sais pas si c'était une sorte d'interférence de diffusion ou quelque chose en provenance d'une autre dimension, mais si quelqu'un a des informations ou une explication logique, je suis preneuse. Il y a quelqu'un qui demande si ce n'est pas ce court-métrage, Metachaos d'Alessandro Bavari, qui montre lui aussi des formes humaines dans des tons gris et dans des situations peu enviables. Mais l'OP confirme que ce n'est pas le même film. Un autre redditeur suggère qu'il pourrait s'agir d'un piratage de la fréquence hertzienne. On appelle cela une intrusion de signal de diffusion. Le cas de Max Headroom est le plus connu. À mon avis, il est possible que cet incident ait été étouffé par la chaîne. Ou peut-être que tu as capté des interférences provenant d'une émission de télévision extraterrestre. Cela dit, comme le précisent d'autres commentateurs, Nickelodeon a toujours été une chaîne câblée et non du réseau hertzien. De plus, les cas de piratage de signal sont en réalité extrêmement rares. D'autres réditeurs affirment que la description de l'OP leur rappelle étrangement quelque chose, à l'instar de It's Cold in Here qui dit « Honnêtement, ça vient de me rappeler quelques bribes d'un souvenir refoulé. Je suis presque sûr de l'avoir vu aussi. » Il ou elle n'est pas seul à partager ce souvenir. Est-ce qu'on nage en plein délire ou bien est-ce que c'est quelque chose que plusieurs d'entre nous ont vu? J'ai l'impression de pouvoir visualiser exactement ce dont il ou elle parlait. Les réditeurs qui partagent un vague souvenir de ce court-métrage sont même plutôt nombreux. Et c'est sans doute là le plus étrange dans ce fil de discussion, la quantité de personnes pour qui cette description évoque quelque chose sans qu'elles puissent dire exactement quoi. Un réditeur suggère « Ça ressemble à une sorte d'expérience de contrôle mental type MK Ultra. J'ai grandi dans les années 90-2000 et je ne me souviens pas avoir vu quelque chose comme ça à la télé. Honnêtement, si tu me disais que c'était sur LiveLeak, je te croirais. » Un autre dit « On dirait une scène des enfers. » Puis on a cette réponse.
En vérité, tu as aperçu un message subliminal implanté dans l'épisode réel de Bob l'éponge. C'est conçu pour transformer les enfants en plébéiens décérébrés que les grandes entreprises veulent voir obéir pour satisfaire leur avidité. À quoi Lopé répond « Mec, pourquoi c'est cette réponse qui me fait le plus flipper ?» Ouais, c'est flippant. Regarde le film Invasion Los Angeles et tu vas vraiment flipper. Cela dit, je pense vraiment que ce genre de truc arrive. Si vous n'avez jamais vu Invasion Los Angeles, mettez-le dans votre liste des films à voir. C'est un film de John Carpenter dans lequel un ouvrier tombe sur une paire de lunettes de soleil qui lui permet de voir la vraie nature du monde qui l'entoure. Il découvre que les panneaux d'affichage font en réalité passer des messages subliminaux du type « consomme, obéis, dors, reproduis-toi ». Et surtout, il se rend compte que de nombreuses personnes, notamment celles au pouvoir, sont en fait des extraterrestres. Un film culte avec la meilleure scène de baston de tous les temps. Si vous l'avez vu, vous sachez. Au final, personne n'arrivera à retrouver ce Lost Media. Quant à ce vague souvenir que beaucoup partagent, moi aussi je vois très bien à quoi ce court-métrage pourrait ressembler. Mais à bien y réfléchir, cette impression de familiarité s'explique sans doute par la force symbolique de l'image. En vérité, elle est assez commune dans notre culture visuelle, puisqu'elle est souvent utilisée comme métaphore pour dénoncer les travers de notre société, la course effrénée à la consommation, ou encore l'uniformisation liée au conformisme. L'image d'humains déshumanisés, robotisés ou aliénés comme des hamsters ou des rats dans leur cage, c'est probablement ancré dans notre inconscient collectif à travers diverses œuvres artistiques, films ou même publicités. De votre côté, est-ce que cette scène vous dit quelque chose? N'hésitez pas à le partager dans les commentaires, et sur ce, on continue. Concrete Pad. Voilà une histoire bien mystérieuse et intrigante. Elle remonte à une série de posts publiés le 21 avril 2016 par un compte jetable du nom de Throwaway WTF Willa sur plusieurs subreddits. r/Ask a Question, r/Intelligence et enfin r/Black Ops. Ce dernier sous-forum, consacré au jeu Call of Duty du même nom, est celui où paradoxalement Lopé va recevoir le plus de réponses. Alors je suppose qu'il le poste là-bas soit car c'est un subreddit qu'il a l'habitude de fréquenter avec son compte normal, soit parce qu'il ne sait pas du tout ce que c'est et qu'il suppose que Black Ops renvoie à de véritables opérations secrètes. Dans tous les cas, son thread n'a absolument rien à voir avec la franchise. Bref, voici ce qui l'intrigue. Pourquoi y aurait-il une trentaine de réseaux Wi-Fi qui semblent provenir de sous une dalle de béton? Et en effet, comme ça, on ne voit pas trop pourquoi. La question en elle-même semble tellement random que Lopé se sent d'ailleurs obligé de préciser. Pour info, ceci est un message sérieux, donc s'il vous plaît, pas de commentaires avec des théories zinzin. Je vis depuis peu sur une propriété semi-urbaine de type ferme, et j'ai remarqué des choses très inhabituelles que je ne détaillerai pas ici. Ce que j'aimerais savoir, c'est pour quelles raisons il y aurait entre 25 et 30 réseaux Wi-Fi de faible intensité, tous avec la même puissance de signal, qui émettent de sous une dalle de béton censée recouvrir simplement du gravier et de la terre. Pour être plus clair, j'ai utilisé un analyseur Wi-Fi pour m'assurer qu'il ne s'agissait pas simplement d'une coïncidence où de nombreux réseaux du voisinage auraient une intensité de signal similaire. J'ai marché en cercle concentrique avec l'analyseur Wi-Fi en marche et plus je m'éloignais de la dalle de béton, plus les signaux devenaient faibles. Lopé explique que si c'était les réseaux des voisins, l'intensité devrait varier en fonction de la distance par rapport aux propriétés voisines. Or là, ce n'est pas le cas. Tous les signaux proviennent du même endroit, la dalle de béton. L'autre truc étrange, c'est que le nom de ces réseaux change toutes les 5 minutes environ. Il couvre également tout le spectre de 2,4 GHz sur les canaux 1 à 14 et les changements d'intensité de leur signal sont coordonnés. Il y a un seul réseau Wi-Fi, le réseau de l'entreprise sur la propriété où je vis, dont la force du signal fluctue de manière synchronisée avec ces réseaux de faible intensité. J'ai également utilisé une caméra thermique pour examiner l'endroit où le signal est le plus fort sur la dalle de béton, et la température était environ 17 degrés plus élevée à cet endroit. Enfin, j'ai percé un trou à cet endroit de la dalle, ainsi qu'à quelques autres choisis au hasard. J'ai versé de l'eau dans les trous, et celui à l'endroit où le signal est le plus fort se vidait encore et encore sans jamais se remplir. Les autres trous se remplissaient tous avec environ un demi-litre d'eau. Est-ce que vous avez une idée de ce que tout cela peut signifier ? Alors, il y a un redditeur qui suggère de verser de l'essence plutôt que de l'eau et d'y mettre le feu. Comme ça, Lopé saura qui se trouve à l'origine de tous ces réseaux en voyant qui sort. Blague mise à part, les redditeurs sont intrigués. L'utilisateur Cleverer demande « Il n'y a pas de signe d'une source d'alimentation à proximité ?» Lopé répond « Il y a des lignes électriques qui ne sont pas connectées au réseau électrique de la ville qui court derrière la propriété.
L'un des voisins est sans doute l'homme le plus riche de tout Hawaï, et comme par coïncidence, les lignes se dirigent vers un bâtiment qui lui appartient. Il y a également plusieurs conduits électriques qui partent d'un boîtier multidisjoncteur près du compteur et qui passent juste à côté de la dalle de béton, mais qui très certainement ne sont censés être connectés à rien. C'est là que les choses deviennent à peine croyables. Le voisin de l'autre côté a un tas de morceaux de fibres de verre très épais et très grands qui ne peuvent être autre chose qu'un énorme faux rocher. Cet endroit se trouve sur le versant ouest de Koko Head du quartier d'Hawaii Kai à Honolulu. Toute cette montagne était une zone militaire pendant et après la Seconde Guerre mondiale, et je suis sûr qu'il y a des installations souterraines qui ont été creusées dans le volcan. La question est de savoir s'il y en a sous ses propriétés. Est-ce que tu as des photos du bloc de béton et de ses environs? Ça pourrait aider. Tu trouveras les descriptions sur Imgur avec tous les détails. Si tu regardes attentivement, tu peux voir qu'il y a des fissures qui partent de l'endroit d'où vient le signal. Il n'y a pas de fissures sur tout le reste de la dalle qui fait environ 60 mètres carrés. En regardant les photos, on voit ce compteur électrique et la description de l'OP qui indique que le conduit du bas part vers l'endroit où il y a le signal. Là, c'est l'endroit où l'OP a creusé un trou qui ne se remplit pas lorsqu'il y met de l'eau. On a ensuite une vue de l'ensemble de la terrasse et enfin cette photo d'un seau en plastique à propos duquel l'OP dit ceci. Je ne suis pas un expert, mais ça me rappelle vraiment le tonneau qu'ils utilisent pour dissoudre un corps avec de l'hydroxyde dans Breaking Bad. Ok, vous serez sans doute d'accord avec moi, toute cette histoire devient extrêmement glauque. Mais vous allez voir qu'en réalité, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Dans un autre commentaire, l'utilisateur Kaklo4 lui indique qu'il peut obtenir l'adresse MAC des routeurs Wi-Fi, ce qui lui permettrait de déterminer leur fabricant. Il lui dit également: si tu es vraiment curieux, ce qui je suppose est le cas, il doit y avoir une bouche d'aération quelque part s'il s'agit bien d'un bunker. Je vais prendre une distance arbitraire, mais vérifie dans un rayon de 100 mètres s'il y a des bâtiments où elle pourrait être dissimulée. L'OP répond qu'en effet, il y a des bâtiments à proximité et il partage cette photo. Il explique: ces bâtiments sont à 50-70 mètres de distance. Je les ai construits avec mon boss sur des dalles de béton posées par des entrepreneurs apparemment normaux. Mais l'empreinte avait été préparée et nivelée par des entrepreneurs tongiens très louches avant mon arrivée. Apparemment, avant mon arrivée sur le site, ils ont démoli un entrepôt là où se trouve le grand bâtiment et ils ont extrait d'énormes réservoirs qui auraient laissé une très grande cavité dans le sol après leur retrait. Aussi, très curieusement, un égout pluvial longeant le bâtiment a été retiré pendant la préparation du site, et un autre a été installé le long de la propriété d'en face. Le nouveau est significativement plus grand que l'ancien. L'ancien était trop petit pour qu'une personne y entre, mais le nouveau fait à peu près la taille d'une porte. Je pense que si quelqu'un voulait creuser un accès, un ancien égout pluvial serait un bon moyen de le faire. De plus, j'ai remarqué que pendant quelques jours, un camion effectuait de multiples trajets nocturnes, enlevant beaucoup de béton d'apparence récente. Enfin, j'ai récemment découvert que mon ancien boss était lié à des comptes eBay vendant des disques défectueux et des appareils électroniques défectueux à des prix étranges. Les avis des acheteurs sont très bizarrement enthousiastes et il y a beaucoup de mentions troublantes qui disent « enfant très heureux » et « pas de fake ». J'ai bien peur d'être tombé sur un possible réseau de trafic d'êtres humains et d'enfants. Donc là, on franchit un cap dans l'horreur, car vous aurez bien compris qu'avec les avis qui mentionnent des enfants, on est sur quelque chose d'abominable. Le sentiment de malaise qui se dégage de tout cela est encore accentué lorsque l'OP explique qu'il s'est littéralement enfui de là-bas, comme si sa vie était en danger. Je ne suis plus dans le coin, j'ai dû fuir pour être franc. À un autre redditeur qui demande quel est le nom du vendeur sur eBay, l'OP répond: cherche le profil du vendeur intitulé Cheesy Bay. Regarde les avis sur le vendeur. J'ai essayé, mais Cheesy Bay n'a ni listing ni avis d'acheteur. C'est bizarre, je l'ai trouvé facilement via Google. Voici le lien. Les avis d'acheteurs sont en privé, ils ont dû lire ce que tu as écrit ici. Tu es peut-être en danger, frérot. Je suis dans un endroit sûr, ils ne m'attraperont pas facilement. Bon, les échanges sous le post original de l'OP s'arrêtent là. Mais pas les recherches des internautes. Comme on peut le voir dans un autre commentaire, ces trouvailles et interrogations ont été partagées sur deux subreddits, r/conspiracy et r/digital cartel. Et c'est là que toute cette histoire va être reliée à une conspiration partie de 4chan dont vous avez sans doute déjà entendu parler.
celle d'une pizzeria à Washington qui aurait impliqué des hommes et des femmes politiques dans un trafic d'enfants. Je ne vais pas détailler ici les raisons qui poussent certains à faire ce rapprochement, mais vous pourrez facilement les retrouver. Ce qu'il faut savoir, c'est que les redditeurs vont tout d'abord découvrir la compagnie qui se trouve à l'endroit signalé par l'OP. Il s'agit d'une distillerie de vodka dont on peut consulter le site sur islanddistiller.com. Ils vont aussi identifier son propriétaire, un certain David Flintstone. Pour continuer les recherches, il faut quitter Reddit et se rendre sur un autre forum où l'OP a partagé son histoire sous ce titre. Je suis persuadé d'avoir vécu au-dessus d'une base souterraine cachant des activités criminelles ou gouvernementales. Que faire? Et ce message est juste étrange. L'OP parle de lui-même à la troisième personne et il se désigne comme étant OP. Sa manière d'écrire est d'ailleurs inhabituelle, pour ne pas dire tout simplement bizarre. Il parle entre autres des poulets du voisin qui font du bruit et de sa décision de mener un programme d'élimination des coqs les plus dominants. Il suspecte d'ailleurs qu'il s'agit de poulets destinés à alimenter un ring clandestin de combat de coqs. Il explique aussi qu'il a l'intuition d'être surveillé par son patron. Notamment, les antennes de ses ventilateurs de plafond lui paraissaient anormalement longues. Du coup, il a démonté le ventilateur pour découvrir qu'il n'y avait pas de caméra cachée à l'intérieur. Bon, ces différents éléments font, je suppose, partie des choses très inhabituelles que l'OP a évoquées, sans les détailler, dans son post sur Reddit. Ces éléments suggèrent aussi une certaine paranoïa. Et d'après Vinny 2003, qui a écrit le post résumant l'affaire sur r/conspiracy, il paraît assez évident que le comportement de l'OP n'était pas normal. C'est d'ailleurs ce que va dire son patron dans une interview, suite aux accusations qu'il subit. Car en effet, son nom a été jeté en pâture et il se retrouve accusé sur internet de participer à un abominable trafic d'êtres humains. C'est également dans cette interview qu'on apprend la véritable identité de l'OP. Son ancien patron y raconte comment il l'a engagé et comment il était satisfait de son travail jusqu'à ce que l'OP commence à se comporter de manière très étrange et disparaisse quelques semaines plus tard. Il explique notamment: j'ai trouvé des trucs vraiment bizarres dans son appartement. Il avait démonté le ventilateur du plafond de sa chambre car il pensait que quelqu'un l'espionnait. Dans l'armoire à pharmacie de sa salle de bain, il y avait un sac en plastique transparent rempli de pilules que je ne reconnaissais pas. J'ai cherché l'usage de ces pilules et c'est un genre de traitement contre l'addiction à l'héroïne. À propos du compte Cheesy Bay, il explique qu'il n'a aucune idée de ce qui a poussé l'OP à le relier à ce compte eBay. De son côté, le journaliste a essayé de contacter l'OP pour savoir comment il avait fait ce lien, mais il n'a pas répondu à ses sollicitations. D'après ce qu'il sait, l'OP n'a d'ailleurs pas donné de nouvelles depuis plusieurs mois. Les dernières traces de son activité en ligne se trouvent sur 4chan, où il a déclaré qu'il était suivi par des agents du gouvernement et qu'il devait fuir pour sauver sa vie. David Flintstone soupçonne en fait son employé, qui s'était lié d'amitié avec une personne locale consommant des drogues dures, d'avoir abusé lui-même de substances illicites. Pour lui, c'est ce qui expliquerait les changements survenus dans son comportement et dans son apparence. Son visage a commencé à se couvrir soudainement de marques ressemblant à des boutons, un trait typique de junkie. Il a commencé à agir de manière erratique, il laissait traîner des choses et oubliait de faire certaines tâches. Il a même commencé à tirer sur les poulets du voisin avec un pistolet à air comprimé. Puis un jour, il s'est mis à lui dire que des Wi-Fi venaient d'en dessous de la terrasse. Sur le coup, Flintstone n'y a pas vraiment prêté attention. Un détail qu'il serait amené à regretter étant donné les accusations qu'il a ensuite subies, et qui sont, mine de rien, toutes parties de cette supposée découverte de l'OP. Quant au baril en plastique dans lequel l'OP suspectait qu'on dissolvait des cadavres humains, il était en fait utilisé pour la pisciculture. Les restes qu'on y voit sont ceux de poissons, une hypothèse qu'un éditeur avait d'ailleurs avancée. Bref, pour Flintstone, durant les 2 dernières semaines qu'il a passées sur sa propriété, l'OP semblait souffrir d'un délire de persécution. Le réditeur Vinny 2003 va même jusqu'à se demander si les réseaux Wi-Fi qu'il évoquait dans ses premiers posts ont réellement existé. Il semble donc que toute cette histoire résulte d'un épisode délirant de la part d'une personne souffrant de problèmes psychologiques. Mais quoi qu'il en soit, si vous avez envie de plonger dans ce rabbit hole, j'ai partagé le post de Vinny 2003 sur mon subreddit. Vous y retrouverez toutes les références, les liens vers les posts, les photos, les éléments recueillis par les réditeurs, ainsi que les réponses de David Flintstone dans son interview, où il affirme qu'il n'a aucun lien avec la pizzeria de Washington ou le couple Clinton. On referme donc ce chapitre pour passer au suivant. I live in a cult. Le 4 juin 2018, un redditeur du nom de Just Made This Account poste un message sur le subreddit r/confession.
Je suis sur internet en ce moment, je suis né, j'ai été élevé et je vis dans une secte. Donc ceci mérite une confession. Je suis censé poster et vendre en ligne des produits que la secte fabrique. Et une de mes mères vérifie mon historique de recherche tous les soirs. Mais tout le monde est trop abruti pour réaliser que le mode incognito existe. Donc quand tout le monde est parti travailler et qu'on me fait poster les annonces sur internet, je passe en navigation privée et je navigue sur Reddit. Je vais voir les actualités mondiales, les fils Twitter et tout le reste. J'ai 19 ans. Et là, il y a déjà peut-être un truc qui vous aura fait tiquer. L'OP mentionne une de ses mères, ce qui suggère qu'il en a plusieurs. Il y a plusieurs explications possibles à cela, mais la première chose à laquelle j'ai pensé, dans le cadre d'une secte, c'est à une organisation où c'est la communauté, plutôt que les parents biologiques, qui assure l'éducation des enfants. C'est un phénomène assez courant dans les sectes qui a pour effet de brouiller les repères familiaux traditionnels et surtout de rendre plus difficile pour les enfants de concevoir une vie en dehors de la communauté. Alors ce n'est qu'une hypothèse bien sûr, mais la mention est assez étrange pour qu'on s'y arrête. Bref, on continue. S'il découvrait que je vais sur internet, il ne me laisserait certainement plus autant de liberté et je serais puni, c'est sûr. Même si je suis désormais un adulte aux yeux de la loi, je suis toujours considéré comme un enfant par le groupe, donc je recevrai sans doute une sérieuse correction. Là, le terme anglais qu'il utilise pour correction, c'est beating, ce qu'on peut traduire aussi par raclée ou passage à tabac. Cela fournit un deuxième élément important sur les conditions de vie au sein de la secte, qui semble adopter des méthodes d'éducation violentes avec des châtiments physiques. On se doute que ça ne doit pas donner un terreau très épanouissant pour les individus. Et la suite de ce que dit l'OP va dans ce sens. En réalité, je me sens vraiment très seul et vide tout le temps. Aux gens qui postent leurs informations, leurs photos et leur vie sur Reddit, vous faites vraiment beaucoup pour moi et ça m'aide à passer les journées. Alors cette confession dresse un portrait assez déprimant, celui d'un jeune homme privé de liberté et qui ne découvre les expériences de la vie ordinaire que par procuration, à travers ce que les autres partagent sur Reddit ou Twitter. Cette situation alarmante va rapidement attirer beaucoup d'attention, et son thread se retrouve propulsé en première page de Reddit. Des dizaines de milliers de personnes découvrent son histoire et laissent en tout plus de 1200 commentaires en dessous de son post. Ces messages couvrent le panel de réactions habituelles sur la plateforme. Il y a tout d'abord ceux qui crient au fake en accusant l'OP d'être un troll qui raconte n'importe quoi dans le seul but de farmer du karma. Ces fameux faux points internet que rapportent les upvotes sur Reddit. D'autres accordent plus de crédit à son témoignage, à commencer par les modérateurs du subreddit qui rappellent que vraies ou fausses, toutes les confessions publiées sur le sous-forum sont prises au sérieux et traitées comme réelles. La raison à cela est simple, cela évite de négliger quelqu'un qui pourrait être réellement en détresse. Enfin, de nombreux redditeurs proposent de l'aide à l'OP. Certains lui envoient des informations sur les sectes ou lui proposent de discuter. Parmi ceux-là, il y a des personnes qui sont elles-mêmes sorties d'une secte. Et puis, il y en a d'autres qui lui proposent carrément d'aller le chercher, ou de lui payer un billet d'avion pour qu'il puisse s'enfuir de là où il se trouve. Encore plus direct, il y a ce redditeur qui lui dit « Donne-nous le nom de la secte et ton adresse, et on pourra envoyer la police te chercher. » Mais l'OP lui répond « Je n'ai nulle part où aller et il m'aime ici, je me sens juste vide, mais merci. » L'OP semble aussi avoir des a priori très négatifs sur le monde extérieur, en tout cas sur les grandes villes, puisqu'il dit « Au moins ici je ne me ferai pas assassiner comme dans les villes où il y a plein de gens, donc c'est probablement plus sûr pour moi de rester ici. » D'autres redditeurs lui répondent qu'ils vivent en ville et qu'ils sont toujours en vie, mais l'OP ne revient pas sur le sujet. En revanche, au fil des commentaires, on en apprend plus sur lui et sur ce qu'il vend en ligne pour la secte. On vend plusieurs choses, des noix et des baies bio, des pois récoltés sur la propriété, des produits de soins pour femmes, des objets de culte, des bougies, etc. La secte elle-même est située au Canada, et sur la base de ces informations, un redditeur pense avoir deviné la secte à laquelle il appartient. Est-ce que tu fais partie de la secte des 12 tribus d'Israël ? Là non plus, l'OP ne va pas répondre. Mais à partir de ce premier post, il va prendre l'habitude de poster sur Reddit. Il pose des questions, partage quelques dessins, que vous pouvez voir ici, réalisés au charbon. Et puis, dans plusieurs posts, il va faire savoir que depuis qu'il est enfant, il a été victime d'abus et d'agressions au sein de la secte. Une chose dont il voudrait protéger sa petite sœur. La situation qui se dessine est donc encore pire que ce que son premier post laissait suggérer. C'est ce qui va pousser des redditeurs à créer un groupe de recherche sur Discord pour tenter de venir en aide à l'OP, avec qui ils sont en contact par MP. C'est d'ailleurs par ce biais qu'ils apprennent que son prénom est Isaiah. Parmi les participants à ce groupe va se glisser le youtubeur Scare Theater, qui, le 1er novembre 2018, publie une première vidéo sur l'histoire de ce redditeur.
Dans celle-ci, il met en lumière certaines incohérences qui le poussent à penser que l'histoire est un hoax. Il ne l'affirme pas avec certitude bien sûr, mais il le laisse quand même très fortement entendre. À partir de ce moment-là, la situation va s'envenimer, et dans le sillage de la vidéo, Just Made This Account subit un véritable déferlement de haine et d'accusations. Le 17 décembre 2018, le drama s'intensifie lorsqu'un ancien membre de la secte des 12 tribus publie à son tour un texte à charge sur Reddit. Il y accuse Just Made This Account d'être en réalité une lycéenne du Massachusetts qui aurait voulu créer un ARG. Elle aurait aussi créé une multitude de comptes alternatifs destinés à alimenter son histoire et à manipuler les autres participants, notamment dans le groupe de recherche qu'elle anime. Scare Theater sort alors une deuxième vidéo dans laquelle il rassemble encore d'autres éléments qui laissent penser qu'il s'agit bien d'un fake. Quelques jours plus tard, le 24 décembre, l'utilisateur GoBananaBoating poste un long message dans lequel il répond à Scare Theater et aux autres accusations. Dans ce message, on apprend qu'Isaiah faisait en réalité partie de la secte The Family International, un groupe connu pour ses pratiques abominables, notamment sur les enfants. Il affirme que les choses rapportées par Just Made This Account sont tout sauf fake. Bon, et maintenant je vais vous résumer le twist ou le happy ending qui tombe à point nommé. À la fin du message, on apprend qu'Isaiah et sa sœur sont désormais sains et saufs, puisqu'ils ont pu quitter la secte et que la police a été impliquée dans l'affaire. Bref, je n'entre pas plus dans les détails de cette histoire en particulier. Je suis habitué à creuser les sujets Reddit, parfois pendant des jours, voire des semaines. C'est notamment ce que j'avais fait pour Lady Iris, il faudra d'ailleurs que je vous reparle d'elle un de ces quatre, ou encore pour l'histoire ahurissante de Snapfingers, que je vous raconte dans la partie 3 de l'iceberg. Mais j'avoue que j'ai rarement vu un tel imbroglio qu'avec cette histoire de Just Made This Account. Aujourd'hui encore, certains sont persuadés de la véracité de son histoire, tandis que d'autres jurent que c'était un énorme hoax. Et les deux camps sont prêts à s'écharper pour défendre leur position. Personnellement, j'aurais tendance à pencher pour la seconde hypothèse, celle du canular. D'autant plus que si la police avait été impliquée, on devrait pouvoir en retrouver la trace. En tout cas, c'est ce qu'il me semble. Quoi qu'il en soit, le dernier message de Just Made This Account date d'août 2023. C'est une vidéo sans image avec juste du son qui parle de religion et d'enfants. On va refermer là-dessus ce chapitre, très malaisant dans tous les cas. Et pour finir cet iceberg, et surtout vous donner un avant-goût, et même une mise en bouche de la partie des irracontables que vous pourrez retrouver sur Odyssey, laissez-moi vous raconter l'histoire connue sous le nom de Jolly Rancher. Elle est partagée le 22 octobre 2009 en réponse à un thread sur Ask Reddit qui demandait « Reddit, quel est le truc le plus crade qui vous est arrivé pendant que vous aviez un rapport ?» Le redditeur Rival the Creator rapporte « Rien, absolument rien ne surpasse l'histoire du Jolly Rancher. Steve et sa copine Samantha sont partis à l'université en août. Elle est allée à l'université de Floride et lui à Penn. Elle décide donc de prendre l'avion pour la Pennsylvanie pour lui rendre visite. Il était vraiment content de la voir, alors il décide de lui donner un peu de plaisir oral. Il l'avait déjà fait de nombreuses fois par le passé et il aimait toujours le faire. Mais pour une raison quelconque, cette fois-là, elle sentait vraiment mauvais, et le goût était encore pire. Il ne voulait pas la vexer cela dit, alors il a pris un Jolly Rancher dans sa bouche pour masquer l'odeur, même si au final ça n'aidait pas beaucoup. Alors, un Jolly Rancher, c'est un petit bonbon à sucer. Il n'y a pas vraiment de marque équivalente en France, mais je pense que vous voyez le genre de friandise que c'est. Perso, ça me fait penser aux bonbons qu'on trouve parfois au comptoir d'un restaurant ou d'un hôtel. Bref. En plein acte, il a accidentellement poussé le bonbon en elle, et il a mis un doigt pour le récupérer. Il l'a retiré, l'a remis en bouche et l'a croqué. Sauf que ce n'était pas le Jolly Rancher. C'était un nodule de gonorrhée. En fait, la structure en forme de cloque créée par la gonorrhée et qui est remplie de pus avait la taille d'un Jolly Rancher, et le pauvre gars l'a croqué. Je suppose qu'il faisait vraiment sombre dans la chambre. Il a paniqué et a commencé à vomir partout dans la chambre lorsque la boule a explosé dans sa bouche. Il a exigé de savoir ce qui se passait et il se trouve qu'elle l'avait trompé dans une boîte de nuit la première semaine d'université en couchant avec un gars random et cette idiote n'avait aucune idée de ce qui n'allait pas chez elle. Elle avait cela dit remarqué une odeur étrange. Donc maintenant Steve est en PLS car il a la gonorrhée de la bouche et Dieu seul sait quelle autre MST. Voilà, comme je vous disais, je vous ai raconté cette histoire en dernier pour vous faire une mise en bouche des irracontables de l'iceberg. Cette vidéo-là que je suis en train de terminer n'est pas du tout compatible avec YouTube. Donc je vais la poster la semaine prochaine sur ma chaîne Odyssey. Je vous préviendrai sur X dès qu'elle sera publiée. Donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. Je vous laisse le lien vers mon compte dans la description et dans le commentaire épinglé. En passant, j'ai recréé l'iceberg original du redditeur James Jarou, mais avec les liens vers chacune des parties en vidéo.
Donc si vous voulez revoir ou partager une histoire en particulier, vous pouvez utiliser cet iceberg. Je vous ai mis le lien en description. Sur ce, j'ai hâte de vous retrouver dans les commentaires. Et si vous êtes à la recherche d'autres histoires en provenance de Reddit, je vous invite à regarder l'iceberg des bugs dans la matrice qui devrait s'afficher à l'écran. Merci à vous encore une fois d'être ici avec moi sur la chaîne. Je vous envoie des petits cœurs comme un bisounours et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.